Est-ce que vous voyez mon écran? Je vais essayer de jongler entre vos têtes, mon écran Oui, et c'est tout ce parfait. qui va bien. Je regarde le fil de discussion et les têtes et tu fais la Parfait. présentation. Moi, je jongle quand même pour voir un peu vos têtes, voir si vous suivez ou pas, s'il y a des têtes bizarres en disant j'ai rien Ouais. compris ou pas. Donc, la CFE, déjà, ce que c'est la cotisation foncière des entreprises. Donc là, je l'ai orienté sur la micro parce que c'est souvent là où on a le plus de questions et qu'on est un petit peu en panique quand ça arrive. Est-ce qu'il y a des gens là, pour ceux qui sont autour des caméras, vous êtes déjà immatriculés? Est-ce qu'il y a des créateurs d'entreprises ou là, vous êtes tous immatriculés en général? Hop, Je repère des têtes de porteurs de projets, de porteuses. moi, je repère des personnes que je sais qui sont immatriculées. Hop. Donc après, n'hésitez pas à nous dire. Hop. Les porteurs, c'est plus pour vous préparer à ce que c'est, qu'est-ce que je vais avoir à payer. Et peut-être, est-ce que c'est intéressant d'avoir un local, l'endroit de mon local et tout, pour pouvoir anticiper aussi mes charges. Ok, ça marche. Hop. Parce que ça peut être important de où je vais avoir mon local. Est-ce que je suis à la maison ou pas? Est-ce que je me mets plutôt dans une ville ou dans une autre? Enfin, ça peut avoir un impact sur la CFE. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors déjà, qu'est-ce que c'est la CFE? La CFE, c'est une taxe locale que vous allez payer sur votre local où vous allez faire votre activité, on va dire vos activités principales. Et c'est à payer tous les ans sur votre compte pro des impôts. Donc, à ne pas confondre, il y a souvent vos impôts classiques, on va dire, vous les payez sur votre compte particulier. Par contre, normalement, quand vous êtes immatriculé, si vous avez bien rangé vos papiers, vous avez dû recevoir un papier des impôts vous demandant de créer votre compte professionnel sur la plateforme impôts.gouv. Alors ça, des fois, on se dit, oh, on a le temps, je ne vois pas pourquoi ils nous le demandent, etc. C'est parce qu'en fin d'année, vous allez avoir votre déclaration initiale de CFE à faire dessus. Et il y a certaines démarches qui se font exclusivement sur l'espace professionnel. Et l'espace professionnel, il met en général 4 semaines à être validé. Parce que c'est un peu l'ancienne méthode, c'est que je fais ma demande d'activation de compte et ensuite je reçois un courrier. Donc, le temps que le courrier parte, que vous le recevez, et je reçois un code pour activer mon espace en ligne. Donc, il ne faut pas s'y prendre le 6 décembre pour dire vite, vite, vite. Il faut que je fasse mon compte professionnel pour payer ou déclarer ma CFE. Si jamais j'ai des gens qui sont quand même dans ce cas-là, on ne sait jamais, vous n'avez pas créé votre compte professionnel au niveau des impôts et qu'il faut que vous l'activiez rapidement parce qu'il y a une CFE peut-être à payer ou votre déclaration de base. C'est-à-dire, soit c'est ma première année d'activité, soit c'est ma première année d'activité. Je me suis matriculée en 2022. Donc là, j'ai ma déclaration à faire sur le site ou papier. C'est possible qu'elle soit arrivée papier. J'ai besoin là vite de faire mon espace professionnel ou alors j'ai été immatriculée en 2021-2020 et j'ai besoin de payer ma CFE en ligne et je ne l'ai jamais eu à le faire. Ben, il faut vous créer cet espace sur compte professionnel. Et là, ce que je vous conseille, c'est d'appeler votre centre des impôts et essayer de leur demander votre code, le code en expliquant que là, vous y êtes pris un peu tard, que voilà, vous n'aviez pas forcément réagi. Et de leur demander s'il était possible de valider un peu plus vite pour être dans les temps votre espace, pour pouvoir y accéder un peu plus rapidement et pas attendre ce fameux courrier qui met des fois 4 semaines à arriver. Moi, vous voyez, j'ai fait la demande il y a à peu près 3 semaines, j'ai toujours pas de courrier qui est arrivé à la maison. Donc voilà, je pense que je vais être dans les temps, j'espère. Mais voilà, il faut juste y penser. Il faut que ce soit fait avant la fin de l'année pour ceux qui se seraient immatriculés en 2022. Est-ce que ça va déjà pour tout le monde sur cette partie-là? Donc ça se passe sur le compte professionnel des impôts. Sur ce compte professionnel, c'est là aussi, des fois, vous déclarez votre TVA pour ceux qui seraient assujettis à la TVA. C'est les seules choses que je vais faire dessus. Sinon, le reste, c'est plutôt sur le compte particulier. Donc voilà, en micro, on est un petit peu à cheval sur les deux. Il y a des choses qui sont sur le compte particulier, il y a des choses qui sont sur le compte professionnel.
Et donc, la CFE, elle est due dans chaque commune où l'entreprise va disposer de biens immobiliers, où elle va être propriétaire, où elle va avoir son activité. Après, on essaye de se dire que c'est là où j'ai une activité régulière et ponctuelle et où je fais le plus mon activité. C'est là où je vais me déclarer. Ce n'est pas nécessairement où j'ai mon siège social, sinon ça serait facile. Tout le monde aurait un siège social chez nous, dans des zones rurales ou en quartier prioritaire de la ville, et aurait juste une adresse, etc. Donc ça peut être déterminant quand je choisis mon lieu d'exercice, mais là aussi où je peux choisir mon local, par exemple. On verra tout au long de l'après-midi les différentes exonérations, etc., qui peuvent vous aider à choisir et à valider plutôt un endroit que l'autre. Mais en tout cas, il faut se dire que la CFE, elle est due dans chaque commune où l'entreprise dispose de biens immobiliers normalement. Dans la CFE, en fait, c'est l'une des 2 taxes qui sont comprises dans ce qui s'appelait la CET. Et il y a la CFE, en fait, et il y a la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Vous allez surtout voir en micro cette CFE. Et le petit souci, c'est que quand vous nous demandez combien ça coûte, c'est un petit peu compliqué pour nous de vous le dire parce qu'il n'y a pas un montant qui est pareil d'une micro-entreprise à l'autre, d'une commune à l'autre et d'un chiffre d'affaires à l'autre. On verra tout à l'heure le calcul, mais donc nous, on n'est pas en capacité de vous dire combien ça va vous coûter. Ce matin, j'ai une question de est-ce que si je change de commune, je vais payer moins cher de CFE? Je ne sais pas parce qu'il faudrait savoir, c'est à vous d'aller vous renseigner auprès de votre mairie pour connaître le taux de CFE et les valeurs un petit peu locatives sur leur commune. Et ça, c'est voté tous les ans en plus. Donc, d'une année sur l'autre, ça peut évoluer, ça peut augmenter. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est que toujours garder un petit peu d'argent en fin d'année, que cette CFE, que je sois immatriculée le 1er janvier, le 15 juin ou le 1er décembre, elle est quand même à payer l'année d'après, avant le 15 décembre. Ça arrive au moment de Noël, c'est souvent la grande surprise. Surtout si on n'a pas eu l'info et des fois, on peut avoir des surprises assez importantes parce que la CFE, c'est souvent, enfin, moi, pour ceux que j'ai pu voir sur Bourges, après, ça dépend de plein de choses, donc c'est compliqué, mais moi, souvent, ce que je vous conseille, c'est de mettre 200, 250 € de côté pour pouvoir arriver à payer ce montant-là et pas avoir de mauvaises surprises et pas se dire oula, comment je vais faire pour payer ça là en fin d'année? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont su l'avis de CFE que c'était une surprise ou pas encore? On n'a pas ce type de profil aujourd'hui avec nous. Je regarde vos têtes un peu. Si, moi je l'ai. Je n'étais pas au courant. Alors, Véronique, c'est ça? Oui. Ok. Donc j'ai reçu ça par hasard. Vous êtes immatriculée quand, Véronique? Mois de mai. Ok. Donc, vous, cette année, vous n'aurez pas à la payer. C'est juste la déclaration initiale qui est à remplir. D'accord. Voilà. C'est déjà un premier soulagement. Et puis après, on verra peut-être que vous serez exonéré de CFE, c'est possible. D'accord. On va voir ça. Il y en a d'autres qui l'ont reçu. J'ai vu qu'il y a Thomas qui a répondu qu'il l'avait reçu. Je bascule. Hop. Hop. Donc ça, à regarder. Et peut-être aussi, si vous n'avez pas ouvert de compte professionnel, il faut faire attention parce que cette CFE, elle est un petit peu vicieuse, entre guillemets. C'est que là, des fois, vous avez la chance de la recevoir papier, comme ça, sur la déclaration initiale. Donc ça, c'est bien déjà. Parce que tout le monde ne la reçoit pas. Il arrive que la première année, je ne reçoive pas la déclaration initiale. Et il arrive aussi que la deuxième année, je la reçois toute seule comme une grande sur mon compte professionnel, mais personne ne me le dit. C'est déjà arrivé à une chef d'entreprise que j'accompagnais qui a reçu en janvier la pénalité en disant « vous n'avez pas payé votre CFE cette année, du coup, voilà le montant à payer avec les pénalités ». En fait, elle n'a pas reçu par courrier l'original, mais elle a reçu le courrier de relance avec les pénalités. Il n'y a personne qui vous dit que cette CFE, elle arrive. Si jamais vous devez la payer, elle arrive comme une grande et elle vous attend, prêt à payer sur votre compte professionnel des impôts. Du coup, c'est pour ça que pour nous, c'était important qu'on fasse cette visio-là dans ces temps-là, pour que vous alliez vérifier ça.
pour ceux que c'est la première année, faire la déclaration initiale et pour ceux que c'est la deuxième année, d'aller vérifier que vous n'avez rien à payer, quoi. Hop. Donc, voilà un petit peu pour déjà ce que c'était. Mais c'est à payer pour tous, hein. Ce n'est pas parce que je suis en micro que je n'ai pas à la payer. Il y a certains cas d'exonération qu'on verra tout à l'heure, mais sinon, j'ai bien au moins la déclaration. Là, la déclaration initiale, ce que vous montriez, Véronique, qui ressemble un peu à ça. Hop. Ça, c'est à remplir la première année. Il ne faut pas le confondre. Des fois, les impôts, ils vous envoient aussi un petit questionnaire qui fait juste une page. Au moment où vous immatriculez, ça n'a rien à voir, hein. C'est vraiment, il faut que ça soit écrit CFE en haut, là. Ici, là. Attendez, je suis à l'envers. Ici, c'est bien écrit CFE. Donc, c'est celui-ci qui compte. Donc, s'il y en a parmi vous qui sont immatriculés cette année, donc toute l'année 2022, peu importe à quel moment et que vous n'avez pas de déclaration initiale que vous avez reçue par papier, il va falloir aller chercher le CERFA, là. Je vous ai mis le numéro du CERFA. Si jamais vous avez besoin, vous nous faites un petit mail, on vous enverra le lien direct pour aller le chercher. Mais il faut absolument que ça, je le renvoie. Je peux le renvoyer par courrier ou je peux le renvoyer de mon espace pro des impôts. Moi, je trouve que c'est idéal par l'espace pro parce que c'est en ligne et vous gardez une trace. Le courrier, des fois, ça se perd, etc. Après, des fois, on peut être un peu juste niveau temps. Si je n'ai pas encore activé mon espace pro et imaginons que le service des impôts me bloque vraiment et qu'ils ne veulent pas valider par téléphone mon code, je vais être obligée de le renvoyer par courrier. Donc, tous ceux qui se sont immatriculés cette année, déclaration initiale à faire avant la fin d'année, c'est-à-dire que la déclaration est à faire pour tous et avant le 31 décembre. Est-ce que ça va? Et donc, pour ceux qui s'immatriculeront l'année prochaine, ça sera la même chose. Il faudra bien faire votre déclaration initiale avant le 31 décembre. Donc, bien y penser et vous dire, ouvrez tout de suite votre espace pro dès que vous recevez les papiers et au début que vous vous lancez, quoi. Alors, question concrète, Alison. On commence dans le vif du sujet. Donc, pour une porteuse de projet, Betty, ma propriété se trouve sur 2 adresses différentes. Qu'est-ce qui va se passer dans mon cas? J'aurai à la payer 2 fois. Et peut-être en complément, l'exemple qu'on a eu hier aussi, entre la taxe foncière, l'adresse d'immatriculation et puis éventuellement un local ou un autre. Alors, il ne faut pas. Alors, juste sur la taxe foncière, je fais une petite parenthèse. C'est différent de la taxe foncière, la CFE. C'est une sorte de taxe foncière de vente entreprise, mais ça arrive que parfois, vous payez la taxe foncière de votre local et qu'en plus, vous ayez la CFE à payer. L'un n'empêche pas l'autre, d'accord? Donc ça, c'est vraiment la parenthèse et ça, il faut regarder dans vos bails. Donc pareil, s'il y a moyen de négocier dans vos bails que c'est votre propriétaire qui paye la taxe foncière, essayez de le négocier, ça fera toujours ça de moins, surtout qu'en micro, vous ne pouvez pas constater vos vraies charges. Donc ça vous fera un petit peu moins de charges de fin d'année, surtout que normalement, c'est au propriétaire de le payer. Donc c'est à lui de le mentionner de façon claire dans le bail, que c'est une charge qui va vous imputer, ça il a le droit. Le bail, c'est un contrat que vous passez l'un avec l'autre. Ensuite, pour 2 adresses, alors tout dépend ce qu'on fait sur les 2 adresses. C'est là vraiment où je vais faire mon activité principale. Si je fais vraiment, admettons que j'ai vraiment 2 permanences, 2 locaux différents, avec mon nom, avec une plaque, avec tout ça qui est bien identifié, je risque d'avoir la CFE à payer dans mes 2 communes, surtout si c'est sur 2 communes différentes, parce que ça va être où je fais mes activités. Donc, je vais autant d'endroits où je fais mon activité, donc je vais déclarer plusieurs adresses, etc. Sinon, je déclare là où je fais mon activité principale, là où je suis le plus souvent. Et après, des fois, ça, c'est du cas par cas. On peut regarder aussi avec vous, parce que peut-être qu'il y a une activité qui est exonérée, peut-être que pourquoi il y a 2 adresses. Ok, bah déjà, sur la même commune, ça va faciliter les choses au niveau du calcul. Parce que chaque commune va avoir un taux et un minimum en base, quoi. Et par exemple, si je fais du domicile et que j'ai un local, on va payer plutôt sa CFE sur le local. On va déclarer
En fait, la déclaration initiale, elle sert à ça. La première année, vous allez déclarer ce que vous faites, quel est votre chiffre d'affaires, quel type d'activité vous réalisez, est-ce que vous avez un local ou pas, combien à la surface. Il faudra indiquer à chaque fois les surfaces que vous utilisez pour que justement, ils puissent déterminer combien vous allez avoir à payer pour l'année prochaine. Vous m'arrêtez si c'est un moment pas très clair ou quoi. La CFE, c'est pas forcément la chose la plus glamour et la plus simple à comprendre. C'est déjà la surprise et deuxièmement, OK, donc pourquoi, comment, est-ce que j'ai le droit ou pas? Et juste, n'oubliez pas dans vos prévisionnels. Dans une maison, on déclare quoi si c'est juste notre bureau? Ouais, si vous faites votre activité à la maison et qu'il n'y a pas d'autre chose, donc vous mettez que vous n'avez pas de local et il faut déclarer au moins 1 mètre carré parce qu'on considère qu'il vous faut au moins une table, enfin au moins 1 mètre carré pour faire votre déclaration de charges sociales, vos factures et tout ce qui va bien. Alors, je vais commencer par les exonérations. Je me suis dit que c'était déjà pour voir si au cas où vous rentriez dedans. Alors, les exonérations possibles. Alors, on pourrait écrire, je crois, un paragraphe sur chacune d'entre elles, mais au moins pouvoir vous les lister. Alors, exonération pour pêcheurs, même tout ce qui est agriculture, ça, on ne le paye pas. Les loueurs de meublés, j'ai cru voir passer ça tout à l'heure dans la conversation. Quand on est loueur de meublés, on ne paye pas la CFE, on est exonéré. Les sportifs et les artistes. Donc ça, on va pouvoir demander une exonération. Je pense à l'artiste, par exemple, sur un photographe. Je ne sais pas si j'en ai là aujourd'hui, mais vous voyez de la façon dont je vais m'immatriculer et la façon dont quelle activité je vais faire. Soit je suis photographe artisan, soit je suis photographe artiste. Et donc, photographe artisan, je ne serai pas exonérée de CFE. Photographe artiste, j'y serai. Donc, d'où l'importance aussi de bien travailler son offre, son arbre à produits et de réfléchir à l'intégralité de mon projet, quoi. Loueur Alors, de... ok, vas-y. J'allais te la lire. on est synchro. Loueur de meublé, c'est le Airbnb, c'est si j'ai une maison, un gîte et que je le mets en location. Alors, le Airbnb, c'est la plateforme, on n'est pas obligé de le louer sur cette plateforme, mais tout simplement, si j'ai un gîte ou des chambres d'hôtes, c'est du meublé de tourisme, par exemple. Sinon, vous pouvez regarder la magnifique vidéo qu'on a fait avec Compta France sur la location meublée non professionnelle. On est dans le thème, donc pour avoir plus d'infos. Donc ça, c'est la première exonération qui n'est pas souvent citée. Mais après, bon, je vous avoue, je n'accompagne pas des pêcheurs tous les jours. Créateurs et artistes, idem. Alors, artiste, c'est vraiment qu'on a le statut d'artiste-auteur. C'est-à-dire que je suis à la maison des artistes. Donc après, créateur, il y a des créateurs qui sont artisans, il y a des créateurs qui sont artistes. Donc après, à voir justement vous. Il y a même des quel créateurs qui sont rien des deux. Et il y a des créateurs d'entreprise. Non, mais après, du coup, à voir quel statut vous avez. Mais là, c'est plutôt pas forcément sur la micro, mais Je sais pas. Être streamer, youtubeur, ça fait partie des artistes et créateurs, et peut-être même aucun des deux parce qu'il n'y a pas forcément d'IMAT. ouais, streamer, youtubeur, vous êtes vraiment en activité libérale là pour le coup. Donc, c'est ni considéré comme de l'artiste, ni vous êtes un créateur de contenu, mais Alors, on ne juge pas du fait que ça soit artistique ou pas artistique, hein. C'est un cadre juridique ou légal, hein. Nous, on n'est c'est pas là ça. pour. Comme un tatoueur, souvent c'est un artiste, mais il a le statut de. Là, l'artiste, c'est vraiment, il a le statut d'artiste-auteur. Il se rémunère en droit d'auteur. Voilà. Il est à la maison des artistes, c'est un statut qui est vraiment très à part. Comme le pêcheur, l'agriculteur, c'est des statuts agricoles un peu à part. Et donc ça, c'est des exonérations qui sont valables pour tout le temps, y compris sur le loueur de meublé. Ça fait partie des exonérations que l'on va retrouver. Normalement, loueur meublé, c'est normalement exonération totale. Ensuite, on a l'exonération de la première année de création.
Alors, il faut bien remplir cette déclaration initiale. Et donc, la première année de création, on n'a rien à payer, ce que je disais à Véronique tout à l'heure. Parce qu'en fait, la CFE, il remonte toujours 2 années en arrière. Donc, la première année, on vous laisse tranquille. La deuxième année de création, donc la première année de CFE, là, ils vont vous demander de payer quelque chose. Mais attention, il y a une minoration de 50%. Donc, souvent, c'est la 3e année d'installation où là, vous vous dites « ça a doublé, qu'est-ce qui s'est passé ?» Voilà, il faut s'y préparer. Mais la première année, on est tous exonérés de fait. Donc, il faut bien cocher la petite case dans la déclaration initiale. Après, je vous ai mis un tuto que vous pourrez regarder à tête reposée, mais il y a un truc qui s'appelle début d'activité. Donc, il faut bien le cocher. Ah, la petite question d'Angélique, c'est un peu le cas qu'on a eu hier, mais en tout cas, je suis locataire à Déol, je peux pas me déclarer, je fais du distanciel, je vais sous-louer à Châteauroux pour accueillir en présentiel, j'ai donc la CFE sur le secteur de Châteauroux. Alors, je suis locataire à titre personnel à Déol, je ne peux pas me déclarer. Je fais du distanciel, je vais sous-louer à Châteauroux pour accueillir en présentiel, sous-louer peut-être du coworking ou des bureaux individuels. C'est à Là, voir ouais, vous pouvez ouvrir le micro, Angélique. Oui, voilà, je pense que ce sera plus simple. Voilà. C'est juste que je voulais pas prendre le monopole de la parole. Du coup, en fait, en distanciel, alors oui, donc moi à Déol, je suis locataire. Donc je De suis votre en propre maison? comment? Non, je suis en immeuble. Donc du coup, c'est une société d'HLM. Donc je peux pas me déclarer en tant Ok. qu'entrepreneur. C'est pas possible. Ok. Voilà. Et l'adresse de domiciliation, elle est où du coup? Et bien, moi, à partir du 1er janvier, ce sera à l'espace Philae du coup à Châteauroux. Là où vous faites la sous-location, hein, qu'on soit Voilà, clair, c'est ça. voilà. Tout Ok. à fait. Bah, c'était vraiment l'idée, c'était pour que j'ai une adresse d'entreprise. Parce que Mm. ce que j'ai compris, c'est que quand je vais me déclarer sur Google My Business, là, à ce moment-là, il y aura une adresse et l'adresse qu'il faudra que ce soit, c'est là où, du coup, est mon entreprise. Et ça peut pas être là où j'habite, vu que je suis locataire. Si j'ai tout compris. Il y a ça, voilà. Après, c'est qu'il faut demander toujours l'autorisation à son propriétaire d'utiliser son adresse Oui, mais à l'OPAC la ne veut pastille. pas. C'est pas Voilà. possible chez l'OPAC. Donc là, du coup, c'est là où ça peut poser souci, effectivement, parce que Mm, quand on est locataire, l'adresse ne nous appartient pas. Donc, je ne peux pas l'utiliser pour l'entreprise de tous les jours. c'est Donc là, ça. après, il faut trouver soit une société de domiciliation, c'est-à-dire qu'on vous prête une adresse, enfin, on vous prête, vous payez une adresse, ça a un coût, et qui vous permet de domicilier votre entreprise. Donc là, vous allez le payer ou vous allez domicilier votre entreprise. Après, il faut regarder, ça dépend des contrats de domiciliation, de coworking, etc. Si c'est une location que d'espace ou si c'est une location avec des services autour. Donc après, il ne faut pas hésiter à regarder et à demander même à l'espace de coworking qui vous accueille si eux, ils savent ou pas. Parce que ça dépend de comment ils vous louent et s'ils font domiciliation ou pas. Ok, d'accord. Après, Après, ça voilà. reste une question souvent un peu floue pour les impôts, Mm. de se dire qu'est-ce que je fais de mon coworking ou de Mm. mon bureau un peu flex ou que j'ai de temps en temps, etc. Ça dépend aussi si j'y suis régulièrement ou pas, si je fais la majorité de mes activités dedans ou pas. Voilà, bah, c'est pour ça que j'ai trouvé la solution en attendant d'être propriétaire, voilà, sous-louer. Parce que pour l'instant, comme j'ai pas débuté mon entreprise, je préfère passer par la sous-location où je vais, voilà, avec le locataire, j'ai pris, on a dit, voilà, je vais payer 5 € par demi-journée par rapport à son loyer et l'assurance qu'il a pour son local. Et voilà, comme ça au moins j'ai des prestations. Bon bah je donne une compensation et si j'utilise pas son local, bah du coup bah moi financièrement c'est beaucoup plus tranquille quoi. Après, ouais. Si vous êtes plusieurs professionnels à partager des locaux, oui, chacun va payer sa CFE. Donc, après, il faudra bien déclarer combien de mètres carrés vous utilisez sur place quand on est Alors comment plusieurs ça se passe? Parce que professionnels. là en fait on va déclarer lui il est locataire
moi, je suis sous-locataire. Donc, en fait, j'aurais un bail, mais j'aurais un bail avec le locataire. J'aurais pas un bail avec la propriétaire exactement. Mais après, votre siège social, il est sur une autre adresse. C'est-à-dire? Votre siège social, tout ça, ça se passe dans le même bâtiment. Oui. Ouais. Après, il faut juste que sur votre déclaration initiale, normalement, il faut que vous déclariez au niveau de votre local combien vous utilisez de mètres carrés. Oui, mais comme là, on est deux, du coup, lui, il paye Vous, à déjà. titre, vous, à Enfin, titre personnel, même si on est plusieurs sur un même local, chacun doit payer la CFE de la surface qu'il utilise. ok, donc là, la surface, ça fait 12 mètres et quelques. Donc, moi, je déclare enfin, presque 13 mètres carrés. Il faudra déclarer ce que vous utilisez. Par exemple, si je loue un bureau dans un énorme espace de coworking et que le bureau il fait 10 mètres carrés, bah, c'est la surface que je vais utiliser. Ok. Et après, il y a des espaces communs, mais ça compte pas. On Non, parle que mettez du plutôt sur local. le bureau, oui. Oui. Ok. Après, quand il y a des questions comme ça, parce que c'est vrai que ça reste des choses qui sont encore un peu floues pour les impôts, parce que ce n'est pas des choses encore pour eux habituelles, entre guillemets, hein, je mets C'est des ça. gros guillemets. Il ne faut pas hésiter à leur faire un petit message sur votre espace professionnel, justement de l'anticiper ou de les avoir au téléphone pour savoir dans vos situations comment faire. Parce que c'est vrai que là, sur ces questions de coworking, je me rappelle que j'avais la question l'année dernière où voilà, tout ce qui est flex bureau, j'ai même cherché là pour cette intervention. Et des fois, ils ne sont pas tout à fait d'accord. Ça dépend aussi des conditions et du contrat qu'on a sur certains espaces de coworking ou certains bureaux et de qu'est-ce qu'ils vous louent. Est-ce que c'est juste un espace? Est-ce qu'il y a des services associés, etc. Donc, pas Parce que hésiter à passer un petit coup de fil aux impôts et de savoir comment là, pour ces cas qui sont vraiment très, très particuliers à la marge pour eux, par rapport à tous les chefs d'entreprise qu'ils accompagnent, qu'est-ce que je vais cocher exactement, comment je me déclare. Mais par exemple, si j'avais des locaux où j'étais plusieurs dedans, sans parler de sous-location, hein, mais juste on est plusieurs à se partager, c'est du coup sur du déclaratif, je déclare que j'utilise 12 mètres carrés, quoi. Ok, j'ai deux questions. La première, c'est aux impôts, on demande quel secteur, enfin quelle branche en fait des impôts, parce que, enfin, dans quel service exactement? Alors, vous appelez le SIE, du coup, qui est vraiment le centre des impôts des entreprises, qui est votre service de référence. Et donc, ça, vous devez pouvoir le numéro sur votre espace professionnel. Je vois là sur nos déclarations initiales, il y a le numéro directement aussi où on peut appeler. Donc, ça, Alors, vous j'ai pas tout pouvez. ça, comme j'ai pas créé mon entreprise pour Ouais. l'instant, je suis dans le flou en fait. Alors, ça, du coup, vous allez l'avoir quand vous aurez votre déclaration initiale, quoi. Après, sinon, vous tapez juste SIE Châteauroux, par exemple. Ok, SIE et vous pouvez les appeler. Après, le risque, c'est souvent que tant que vous n'êtes pas immatriculé, souvent ils vont vous dire ah ben non, il faut faire une déclaration voilà, initiale et on vous répondra quand vous aurez fait cette déclaration Hmm. initiale. c'est ça. Faut toujours attendre. Rassurez-vous, Angélique, vous aurez la joie très rapidement de vous mettre de La comprendre joie. ce flou. Ok. Et- Et du coup, oui, juste allez-y. après, je termine. Premier, juste, bah, du coup, comme je vais pas utiliser, j'ai pas un loyer tous les mois. Donc, est-ce que, enfin, là, pour l'instant, en fait, c'est pas clair. C'est là où ils savent pas forcément bien répondre parce que je vais pas, enfin, j'ai pas toute l'année ce local, en fait. C'est vraiment quand je vais l'utiliser à certaines prestations. Est-ce qu'il y a un prorata par rapport à ça ou est-ce que bah, on paye le loyer, enfin, on paye plein pot, quoi. Alors, non, alors, sur le loyer, ça, ils s'en moquent, eux. Ils ne vont Ok, pas regarder le loyer, ce n'est pas ça qui les intéresse. Ils vont c'est la regarder surface. vraiment la valeur locative, la valeur qu'a le bien au niveau de la taxe foncière. Donc, eux, que vous payez 200, 400 ou 500 euros, ce n'est pas leur souci. Par Ok. contre, il y a une case. Non, ce n'est pas sur la déclaration initiale. Je regarde au cas où, parce que quand ils vous font le résumé l'année 2 de ce que vous avez à payer, il y a une case où vous êtes justement à temps partiel ou pas de votre Mhm. activité ou du local. Je l'ai fait une capture d'écran, je vous montrerai tout à l'heure, et qui permet du coup des fois d'avoir un petit peu, de pouvoir un peu rogner sur la chose. Après, il faut vraiment se déclarer là où vous faites votre activité principale. Je veux dire, si dans l'année, vous louez 2 fois, 3 fois ou une fois par mois le bureau et que tout le reste, vous le faites à distance, eh ben, vous allez déclarer au niveau de votre adresse de domiciliation.
Ah, mais alors, je pensais que c'était pas possible vu que je suis locataire. Oui, mais votre adresse de domiciliation, On parle de laquelle? Eh bah, de là où la j'habite. vraie, Oui, la c'est vraie, la vraie de votre entreprise, entreprise. pas de votre perso. Ah voilà, bah du coup ce sera l'espace où je peux accueillir en D'accord. présentiel. Ok. Bah, du coup, vous pourrez déclarer ici malgré tout, quoi. Ok, Les deux se font au même endroit, pour le coup, c'est un peu moins prise de tête. oui, Vous pourriez c'est juste sûr. avoir une boîte postale et pas pouvoir recevoir les gens. Oui, c'est sûr. Ok, merci Après, beaucoup. peut-être que c'est dans une zone du type QPV, ZRR ou je ne sais quoi, dans une zone spécifique ou pas. Vous savez ça ou pas? C'est-à-dire, j'ai pas compris. En fait, bon, Ah, c'est la dernière catégorie, mais il n'y a pas de souci. C'est la dernière flèche, c'est-à-dire que la localisation de votre entreprise, donc là je parle pour tout le monde, regardez, donc là j'ai mis les liens qui sont observateurs des territoires ou sig.ville. Ça va vous permettre, en tapant l'adresse, de savoir si votre adresse, elle fait partie de zones qui sont aidées, entre guillemets. Bah, je sais pas, Châteauroux. Alors, non, ça dépend Voilà, des c'est clair. quartiers où Non. c'est un Ok. petit peu inconnu. non, j'ai dit non dans le sens pas en zone rurale. Et Ah après, oui, Ouais, ça va vraiment dépendre si c'est en zone rurale ou c'est des zones en gros, c'est des zones de défiscalisation, enfin, c'est ou ça. des zones qui sont fléchées. Alors, désolé pour notre jargon, hein, parce que nous, on a Oui, l'habitude du c'est ZRR, ça. QPV, là, je etc. l'ai juste Mais remis voilà. parce que ça prend énormément de place de écrire à chaque fois tous les trucs. Oui, Donc là, je vous ai mis toutes les abréviations qui étaient éligibles à l'exonération. C'est-à-dire que si, quand vous tapez votre adresse, ça apparaît, c'est la toute dernière flèche ZRR, c'est-à-dire zone de revitalisation rurale, qui concerne une grosse partie du Cher, c'est le territoire que je vais mieux connaître. Ou alors, c'est écrit QPV, quartier prioritaire de la ville. Après, je ne vais pas tous les connaître. Zone franche urbaine, bassin, non, je ne sais plus après. BER, ZRD, enfin, si ça s'affiche, ces acronymes-là, c'est que vous avez le droit à une exonération. Et donc ça, pour le vérifier, il y a les deux liens qui sont ici. Vous tapez votre adresse et ça vous dira si vous êtes dans un bassin qui est aidé, entre guillemets, je mets des guillemets, ou pas. Et donc, peut-être que vous pouvez avoir le droit à une exonération. Alors, juste attention, j'ai un peu creusé le truc là sur notamment la ZRR. Alors, c'est pas de façon, enfin, ZRR, QPV, toutes ces par rapport où j'habite, c'est maximum 5 ans et c'est éligible à l'artisanal et au commercial. Si je suis en libéral, apparemment, ça ne rentre pas dedans. Voilà. Alors, des fois, insister un petit peu parce que moi, j'ai quelqu'un qui est en artisan, qui est en ZRR et les impôts lui ont dit qu'en micro, on n'était pas exonéré en ZRR, alors que voilà, sur le texte de loi, c'est bien écrit, artisanal commercial, c'est OK pour la ZRR, par exemple. Donc, n'hésitez pas et bien remplir. Et ça arrive aussi qu'on ait des exonérations et que les impôts ne l'aient pas validé ou aient oublié. L'erreur, elle est dans les deux sens. Donc, si jamais vous constatez que vous devriez être exonéré, que ça n'a pas été le cas, vous n'hésitez pas à aller faire une demande, une réclamation sur votre espace. Autant vous avez le droit de vous tromper, autant eux, ça arrive aussi. Mais voilà, il faut que vous connaissiez vos droits pour savoir si vous avez le droit à cet exo ou pas. Donc, regardez aussi votre localisation. C'est pour ça tout à l'heure que je disais, des fois, il y a des locaux où si je vais hésiter peut-être entre deux locaux, je vais peut-être aller plutôt dans une zone que l'autre parce que je serai exonérée de CFE. Après, il faut que ma clientèle puisse quand même venir. Ce n'est pas le seul choix déterminant. Et c'est vrai que des fois, sur les adresses de domiciliation, ça arrive que ce soit aussi, ça soit aussi un facteur de motivation. Et il arrive que certaines adresses de domiciliation soient dans des zones un petit peu comme ça aidées. Donc, allez taper l'adresse dans ces deux liens et comme je vous envoie le support, vous les aurez. Je continue sur l'exexo, la commune qui choisit la durée de l'exonération. Alors, pour les ZRR, etc., c'est 5 ans maximum. Après, effectivement, sur la première année de création, il y a certaines communes qui ont autorisé à prolonger que ce soit 3 ans en tout, en fait.
Donc, il arrive que sur certaines communes, c'est eux qui choisissent, qui prolongent l'exonération de première année, qui la prolongent aux 3 premières années. Ensuite, si vous avez encaissé moins de 5 000 € de chiffre d'affaires, alors, encaissé moins de 5 000 €, alors, ce n'est pas facturé. Hein. Chiffre d'affaires encaissé, c'est que j'ai reçu dans ma main, j'ai reçu l'argent, j'ai reçu le chèque ou j'ai reçu le virement. Ça, c'est important, la notion d'encaissé facturé. Normalement, si vous êtes en micro, vous faites bien la différence parce que pour vos charges sociales, c'est la même chose. C'est toujours le encaissé, pas le facturé que je déclare à l'URSSAF. Et 5 000 € de chiffre d'affaires, c'est toujours, on parle toujours hors taxe et pas TTC. Donc, si j'ai encaissé moins de 5 000 € de chiffre d'affaires en N-2, je serai exonérée de CFE. Pardon. Attention, si je me suis immatriculée, alors je vais prendre un truc facile, je me suis immatriculée au 1er juillet 2022, admettons, et j'ai fait 5 000 € de chiffre d'affaires. Et bien là, je ne serai pas exonérée. Pourquoi? Parce que c'est 5 000 € en fait sur vraiment l'année tout entière. Donc, c'est-à-dire que si je me suis matriculée en cours de route, donc là, que 6 mois de l'année, que j'ai fait déjà les 5 000 €, ils vont étendre, entre guillemets, se dire, OK, bah, elle a fait 5 000 € du 1er juillet au 31 décembre. Si elle avait été immatriculée depuis le 1er janvier, elle en aurait fait sans doute 10 000. Que peut-être pas du tout, mais eux, ils calculent comme ça. C'est pour ça que j'ai mis attention au prorata. Alors là, je vous ai mis un truc facile de se dire, voilà, ça donne quoi? Et d'ailleurs, sur votre déclaration initiale, c'est une question qui vous pose. Depuis quand vous êtes immatriculé? Quelle est votre estimation de chiffre d'affaires pour cette année 2022? Et combien de mois vous avez travaillé pour qu'on puisse étirer et estimer votre chiffre d'affaires sur une année complète? Donc ça, faites-y attention aussi de ne pas vous prendre les pieds dans le tapis sur le prorata. Ça va pour tout le monde. Et donc, on remonte bien N-2. Donc, c'est-à-dire, je suis immatriculée en 2022. Là, en 2023, il n'y a pas de N-2 parce que 2023, ça fait 2021. Je n'existais pas. Donc, ils vont regarder N-1. Ils vont faire le prorata de mon chiffre d'affaires, etc. Et ils vont faire un abattement. Ils vont faire une minoration de 50% de ce que je devrais. Et ensuite, 2024, là, ils vont reprendre N-2, le vrai, donc notre année 2022. Et là, ils vont prendre vraiment notre chiffre d'affaires proratisé qu'on a eu. Pareil, ils vont l'étendre et ils vont faire le calcul, mais là, au taux plein. Donc, même si j'ai changé de local entre-temps, si mon chiffre d'affaires il a augmenté ou quoi, c'est toujours sur N-2. Donc, faites attention. Si vous dites, ah bah, change vite l'année prochaine pour être en ZRR ou pour être dans un endroit ou faire tout à la maison, attention, ça remonte en N-2. Est-ce que ça va sur les moins de 5 000? Il ne faut pas hésiter à m'arrêter si jamais il y avait quoi que ce soit. Pardon. Perso, moi, c'est le encaissé, le facturé que j'ai vraiment beaucoup de mal en fait. Alors, facturer, c'est je viens vous voir, je ne sais pas ce que vous faites comme activité, mais je viens vous voir, vous faites une facture pour la consultation et moi, je vous paye que dans 3 mois. Ok. Ou je ne vous paye pas. Eh ben, vous n'allez jamais déclarer, si c'est 50 € par exemple la consultation, vous n'allez pas me déclarer que vous avez 50 € parce que vous ne les avez jamais encaissés. Vous les avez facturés, mais vous ne les avez pas encaissés. Et donc, c'est pareil pour le chiffre d'affaires que vous aurez à déclarer à l'URSSAF. Je ne déclare que le encaissé et pas le facturé. Si vous me facturez, on est quoi là? Le 6 décembre et que je vous règle qu'en janvier, eh ben, vous déclarerez sur votre chiffre d'affaires encaissé que sur le mois de janvier. Yes, ok, voilà. Là, c'est très clair. Merci beaucoup. Du coup, ça me pose une question. Moi, juste, est-ce qu'il y a un moment ou un endroit où on doit déclarer le facturé? Ou en fait, on s'en fout? On s'en moque. On s'en moque, on est d'accord. Ok, merci. Non, parce que même dans le livre de stress, Karine. Même dans le livre de recettes, c'est l'encaissé. Ça permet de vérifier. On fait une petite révision sur la micro en même temps. Oui, on est multitâches. Mais c'est hyper important parce que ça, c'est une erreur très fréquente. Et des fois, ça peut vous faire sauter une franchise de TVA ou quoi. On l'a vu il n'y a pas longtemps. Donc, les seuils, ils sont toujours sur le chiffre d'affaires encaissé et pas facturé. C'est des petites notions, des petites choses comme ça, mais qui sont hyper importantes
pour ça que nous, on vous forme tout le temps sur la micro, qu'on fait des formations sur la micro-entreprise, etc. C'est vraiment pour avoir toutes ces notions-là. Bon, on n'est pas en train de vous faire passer un message, mais on vous dit que Non, mais c'est que c'est c'est bien de vous important. former. Oui, oui, carrément. Tu as raison de le rappeler. Et du coup, Christopher demande si on peut faire la déclaration de la CFE mensuellement. Alors, la déclaration initiale, on ne la fait qu'une fois par an. Par contre, je peux demander à être mensualisée. Je ne sais pas si c'est... je pense que c'est un peu dans cette idée-là, c'est-à-dire que je peux demander à mon service des impôts, au lieu de le payer J'imagine. le 15 décembre, l'année d'après, je peux demander à l'étaler. Donc ça, il faut faire encore espace professionnel des impôts, message à mon SIE, où il y a le mail direct que vous pouvez avoir et vous leur demandez. Voilà, je regarde en même temps les questions. Arrête, c'est mon taf, ça. Oh, Ok, ok. D'habitude, je suis tout seul en atelier, alors j'ai l'habitude de regarder, tu vois. moi aussi. C'est un tic, un réflexe. Donc voilà pour le encaissé, les 5 000 €. Et donc toujours chiffre d'affaires en N-2. Et on fait bien attention, la première année où je vais payer à CFE, donc ma deuxième année d'activité, ça va pour tout le monde, j'aurai une minoration, j'arriverai jamais à dire ce mot, de 50%. Donc des fois, je peux être déjà surpris de payer cher, mais l'année d'après, en général, ça va être x2, quoi. Donc prévoyez votre trésorerie en conséquent. Enfin, il y a deux autres exonérations qui existent. L'exonération pour les artisans. Alors, ça, c'est sous conditions et demande. Je vois sur certains sites où ils disent que c'est automatique. Alors, moi, de mon expérience, je ne connais aucun artisan qui a eu l'exonération automatiquement. Alors, si vous avez la chance de l'avoir, tant mieux. Par contre, pour les autres, moi, ce que je vous conseille, vous faites votre déclaration initiale et après, vous faites un petit mail pareil avec un courrier. Il y a plein de modèles sur Internet parce que quand on est artisan, alors il y a plusieurs conditions. Moi, je préfère mettre sur demande. Les conditions, c'est de faire un travail principalement manuel sur lequel vous ne spéculez pas sur la matière. C'est-à-dire que je n'ai pas des gros stocks, que je ne me fais pas des grosses marges sur ce que je fais, etc. Par exemple, dans l'alimentaire, si je prends un boulanger, un boucher, leur métier, c'est d'acheter de la marchandise, de le transformer et de le revendre et de se faire une marge importante dessus. Eux, on considère qu'ils spéculent sur la matière, donc ça ne rentre pas en ligne de compte. Et puis, donc, activité principalement manuelle, ne pas spéculer sur la matière et ne pas utiliser de machines. C'est-à-dire que la machine, elle fasse l'intégralité de mon métier. Exemple, le garagiste, il va ne pas avoir le droit à cette exonération parce qu'on considère qu'il lui faut un pont, il lui faut une valise, il lui faut tout un tas de choses pour faire son activité que si je n'ai pas, je ne pourrais pas le faire. Ceux qui font du massage, mais juste où on se met sur une table et c'est la table qui masse ou quoi que ce soit, pareil, on considère que finalement, ce n'est plus une activité manuelle, c'est la machine qui fait le travail. Le photographe, s'il n'y a pas d'appareil photo, je ne peux pas prendre de photos, c'est l'appareil qui fait le travail, donc ce n'est pas forcément une activité manuelle. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, mon photographe artisan, lui, n'y aura pas le droit à l'exonération, alors que mon photographe artiste y aura le droit, du fait de son statut d'artiste-auteur. Par contre, tous ceux qui sont en BTP, je vais vous citer ceux que j'ai le plus l'habitude, le BTP, la couture, prothésiste ongulaire, coiffeur, esthéticienne, esthéticien. Voilà, c'est souvent la majorité de ceux-là que j'ai. Il y a peut-être d'autres gens qui sont artisans aujourd'hui. Vous y avez le droit et de façon définitive. Donc, n'hésitez pas à écrire à votre SIE, donc les impôts, là, pour leur demander d'être exonérés. Et Alison, est-ce que tu as vu la question? Parce que du coup, je peux te les poser maintenant. Par rapport aux 5 ans d'exonération du chiffre d'affaires en moins de 5 ans. Alors, les 5 ans maximum, c'est pour les zones, les localisations. Si je suis en zone de revitalisation rurale, en quartier prioritaire, etc. Par contre, les moins de 5 000 €, c'est de 2 années sur l'autre, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en 2022, j'ai fait moins de 5 000 €. Donc, dans 2 ans, je payerai pas de CFE.
Par contre, si en 2023, je fais 10 000 euros de chiffre d'affaires, là, 2 ans après, je vais payer de la CFE. Ça, c'est plutôt par rapport à votre situation N-2. Et j'imagine, Véronique, que vous demandiez si tourneur sur bois fait partie des artisans, c'est ça? Oui, c'est ça. J'essaie de lire. Pour moi, oui. Je pense que oui. Vous allez être inscrite à la Chambre des métiers et de l'artisanat. Oui. C'est surtout ça, quand on parle d'artisan, c'est Ouais. dans quoi vous êtes affilié comme... Ça, quelle est votre chambre Voilà. référente? Et puis là, pour le coup, c'est une activité manuelle. Après, il y a la machine, mais bon, il n'y a pas que la machine, si. Alors, ça répond en même temps à Marie-Françoise, effectivement, la différence entre artisan, c'est pas forcément avoir un diplôme. Alors, même si c'est lié, entre guillemets, c'est vraiment là où vous êtes immatriculé. Le fait que ça soit fait avec les mains ou pas, enfin, on pourrait revenir sur le débat artisan, artiste, etc., mais c'est vraiment là où vous êtes immatriculé et votre activité de référence, un petit peu, ou votre chiffre d'affaires référent. Créateur, finalement, ça veut un petit peu rien dire. On est tous des créateurs, finalement, mais ça n'a pas de valeur au niveau de l'immatriculation, entre guillemets. C'est ça, c'est vraiment si je suis matriculée à la Chambre des métiers et de l'artisanat. Après, sur le tourneur, là, il faudrait voir vraiment si la majorité de ce que vous faites est produit par une machine ou pas. Est-ce que vous avez besoin d'utiliser des machines 90% de mon temps ou pas? Par exemple, le coiffeur, il va utiliser son sèche-cheveux, le coiffeur la permanente ou quoi, ça vient l'aider évidemment, mais son activité principale, elle est manuelle. Donc là, il faudrait voir pour votre activité. Je ne suis pas une spécialiste de toutes les activités, de est-ce que vous utilisez à 90% une machine ou pas. Mais si c'est vraiment de façon ponctuelle ou pour faire des petites finitions, là, ça peut rentrer en ligne de compte. Alors, du coup, est-ce que Candice, éducatrice Cana, alors je ne sais pas si on dit éducatrice ou vous dites éducateur, mais je veux pas de problème. Est-ce que éducatrice Cana, donc en tant qu'artisan, a priori, on peut être exonéré par rapport à tout ce que tu as dit? Après, est-ce que c'est une activité manuelle? Je ne suis Ah, pas forcément sûre, entre là, on guillemets. revient dans le débat. Ouais. Parce que éducateur canin en artisan, là, c'est plutôt de l'éducation du comportement, non? Sinon, vous seriez en agricole, je pense. S'il y avait l'élevage, l'éducateur canin, on est vraiment, on donne du conseil, entre guillemets, pas du coaching non plus, sinon, vous seriez en libéral. Bah, Là, donc, faut être sûr que éducateur canin artisan, donc là, on est vraiment sur la partie comportementaliste. Et j'ai peur qu'on soit plutôt, qu'on soit pas vraiment sur le travail manuel, c'est-à-dire que je fais quelque chose, je fabrique quelque chose avec mes mains, quoi, malgré tout. donc, faut savoir l'expliquer. En tout cas, si vous cherchez le côté artisan pour être exonéré, faut le goupiller pour que ce soit bien, que ça rentre dans les clous. Auto-entrepreneur dans le BTP, bah alors, logiquement, oui. Hein. Là, moi, pratiquement tous mes maçons, plombiers, électriciens, aujourd'hui, sont exonérés, quoi. Après, à moins que ça soit une machine qui fasse encore une fois 90% de l'activité. Mais bon, dans le BTP, c'est un peu plus rare, quoi. Et donc là, il faut écrire un petit courrier. Il y a plein de modèles sur Internet. Vous tapez exonération artisan et il faut l'envoyer. Il faut faire la demande au niveau du SIE. Parce que si vous ne faites pas la demande, vous risquez de le payer depuis des années. Moi, le cas le plus courant que j'ai, c'est les coiffeurs qui, en général, le payent depuis des années alors qu'ils pourraient être exonérés. Vous avez des amis coiffeurs et qui payent la CFE, dites-leur de faire un courrier. Et ça, c'est valable toute la durée de l'entreprise, ouais, pour les artisans. Et enfin, il y a les... Est-ce que ça va pour les artisans, pardon? Pouvez-vous répéter, Alison? Vu que c'est une exonération totale et tout le temps, je veux bien que tu répètes pour le plaisir, je pense, de l'entendre. Non, sur le SIE. Il faut écrire tout simplement ses impôts, ouais. Le SIE, c'est les impôts. Hein. Les impôts de votre entreprise, entre guillemets, les impôts professionnels. Sur votre espace professionnel, vous aurez tout ce qu'il faut pour envoyer des messages directs.
ou un courrier, comme vous voulez. Ça dépend si vous êtes papier ou digital. Moi, j'aime bien sur l'espace, on a une trace qu'on a fait une demande à tel moment. Donc, même si on n'a pas de réponse, au moins, on a la date et tout qui est tracé. Et enfin, il y a l'exonération pour les activités d'enseignement. Je vous avoue, les exonérations, ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple. Parce que vous avez toutes ces petites lignes qu'il y a. C'est toi qui as voulu commencer par le Ouais, mais c'est parce que du coup, on peut se dire, ah, potentiellement, j'ai peut-être le droit à quelque chose. Mais activité d'enseignement. Alors, pareil, l'activité d'enseignement. Donc là, j'ai mis langue, maths. C'est vraiment le distanciel, ça ne fonctionne pas. Si vous faites du distanciel, on élimine. C'est activité d'enseignement, c'est vraiment des choses qui sont pratiques, pratico-pratiques que je vais réaliser. Il faut que j'aille au domicile de mon client ou alors que je pratique dans une salle qui n'est pas aménagée exprès, c'est-à-dire que je n'ai pas une plaque à mon nom, Alison Senet, cours de je sais pas quoi, cours de maths. Faut que ce soit, par exemple, vous venez dans un bureau que vous louez en coworking ou dans une salle et qu'il n'y a pas votre nom ni quoi que ce soit, ce n'est pas aménagé pour. Là, ça rentre en ligne de compte et il faut vraiment pouvoir le pratiquer. Il y a les activités sportives, par exemple, ça ne rentre pas en ligne de compte, ce n'est pas du pratico-pratique. Donc, on enlève tout ce qui est, je sais pas, équitation, yoga. Là, on est vraiment sur l'enseignement un peu au sens strict du terme. Et l'enseignement, j'ai eu le doute hier, donc je vous le dis, enseignement et formation, ce n'est pas la même chose. Si c'est de la formation, je ne suis pas exonérée de CFE. L'enseignement, c'est vraiment, je donne un cours classique à des élèves, je vais chez eux ou ils viennent entre guillemets chez moi, mais je n'ai pas aménagé une salle de classe, je n'ai pas mon nom, je n'ai pas ma petite plaque quand les gens y viennent, etc. Voilà pour certaines exonérations. Est-ce que ça va? Bah, du coup, moi, j'ai une toute petite question Oui. par rapport à ce que tu viens de dire, formation, enseignement. Parce que moi, à un moment, alors, c'était pas ma salle, mais imaginons que ça a été. J'ai donné des ateliers d'improvisation à des jeunes dans une salle qui faisait partie d'un collectif. Si ça avait été ma salle, ça aurait été de la formation ou de l'enseignement, là? Alors, c'est pas forcément. En fait, l'enseignement, c'est vraiment du cours. L'activité traditionnelle, quoi, si je Ouais, du comprends bien. cours pur et dur. Langue, maths, Ouais, français, tout C'est ça. Enfin, ça. vraiment le côté Sciences, très scolaire. Enfin, on d'accord. Si reste ça. ça sort dans du la scolaire, si c'est définition, ouais. du C'est ça. Donc, extrascolaire, c'est de la que. formation. Ouais. C'est ça. Autant La dire que formation, c'est d'impro, t'es pas dans le. Non, c'est T'es pas, non, pas pas en encore. on est plutôt peut-être dans de la formation. Formation, tu es considérée comme formatrice pour adultes, tu es considérée, des fois, tu as un numéro de formateur, Oui, etc. Hier, on parlait sur la Sopro, par exemple, où oui. on fait en formation. Alors, on n'est pas sur de l'enseignement. Ok. L'enseignement, c'est que un cours, entre guillemets, enfin, j'apprends un principe. Donc, je sais, il y a plein de petites nuances sur les mots. C'est vraiment jouer avec les mots et le français, mais c'est hyper important pour la suite, quoi. D'où le fait que je vous dis dès le début de bien réfléchir à comment je m'immatricule, qu'est-ce que je fais, comment je vais m'appeler et quelle dénomination je vais donner. Vous voyez, ça peut jouer sur plein de choses. Tout à l'heure, on Et- parlait d'éducateur canin. Éducateur canin, je peux être artisan, je peux être libéral ou je peux être agricole. Tout dépend de la manière dont je vais le faire. Et ça fait 3 ans qu'on le dit et ces visios permettent aussi de le rappeler. Mais dans ce que vous dit Alison, c'est pour ça qu'on vous embête chez BGE à bien détailler vos activités aussi. Alors, effectivement, pour les chiffrer et puis pour voir aussi dans vos prévisionnels ce qui va être immatriculé. Mais vous voyez bien que comme tous les mots ont un sens ou qu'on peut un petit peu voilà, positionner d'une façon ou d'une autre, c'est super important, surtout pour celles et ceux qui sont encore en projet et pas forcément immat, de bien définir tout ça à l'avance pour que derrière on puisse regarder tout ça avec les collègues comme avec Alison par la suite dans votre accompagnement. Je prends une secrétaire, il y a des secrétaires qui sont en artisan et d'autres qui sont en libéral parce qu'elles sont juste immatriculées dans une ou l'autre des chambres consulaires, entre guillemets. On considère que le libéral, c'est plutôt qu'elle apporte du conseil, alors qu'une secrétaire qui prendrait un crayon, qui écrirait vraiment les choses est plutôt un artisan. Donc, voilà, des fois, sur ce statut-là, c'est bien à déterminer. Après, là, pour l'exo-artisan, c'est vraiment sous condition, une activité prépondérante manuelle, pas de spéculation sur la matière et je n'ai pas des aides techniques très importantes qui viennent m'aider dans mon business, quoi.
Alors, là, pareil, Alison, le CERFA, c'est une déclaratif, l'exonération, c'est une demande, mais tu peux peut-être revenir dessus entre la différence avec le CERFA CFE et puis les demandes dont tu as parlé d'exonération. Alors là, en lien avec l'exonération bâtiment, si je ne me trompe pas. C'est ça, il y a la déclaration initiale qui a à remplir où là, normalement, il y a toute une case sur les exonérations, mais j'ai l'impression qu'elles n'y sont pas toutes. Voilà. Parce que principales exonérations, il y a des entreprises nouvelles, la création d'établissements. Après, il y a la nature du local, mais ça, on s'en occupe jamais, nous, en micro. Et après, il y a tout ce qui est ZRR, mais il n'y a pas le reste. Donc, effectivement, quand on est artisan, il n'y a pas de case d'exonération là-dessus sur notre déclaration initiale. Donc, finalement, vous allez déclarer en création d'établissement pour ne pas le payer la première année. En choses basiques, comme tous les uns les autres, la première année, je ne paye pas de CFE et je bénéficie d'exonération de première année. Et après, je ferai un petit courrier pour demander l'exonération totale pour tout le temps que je suis en activité d'artisan. Ça marche. Mais c'est vrai qu'il y a ce formulaire qui est à moitié complet, entre guillemets, plus toutes les petites exos que je peux demander, il faut que je demande à part. Est-ce que ça va pour les exonérations? Ça y est, j'ai perdu tout le monde, ça va. Non, j'ai l'impression que ça commence à se préciser. Dans tous les cas, ce que je vous propose, pour qu'on maîtrise un peu le temps, c'est qu'on puisse avancer, mais dans tous les cas, après, on pourra répondre, soit avec vos conseillers à Bézieux qui vous accompagnent, soit effectivement avec un petit mail d'Alison pour avoir des petites précisions plus spécifiques sur vos parcours. Et à la fin aussi, j'ai mis plusieurs questions qui nous reviennent régulièrement où j'ai les réponses à côté, quoi. Juste, parfait, tu as tout anticipé. Dégrèvement possible. Alors, c'est quoi un dégrèvement déjà en français? C'est une diminution possible ou partielle ou totale. C'est-à-dire que si je ferme mon entreprise, je n'oublie pas d'écrire aux impôts pour demander à régler ma CFE. Si j'ai une forte variation entre mon chiffre d'affaires, CA chiffre d'affaires, N-2, par rapport à mon chiffre d'affaires N-1, si j'ai une grosse baisse, je risque d'avoir payé, comme on revient 2 années en arrière, je risque d'avoir à payer beaucoup. Donc, je peux essayer de demander de payer un petit peu moins de CFE le moment où je dois le payer. Imaginons que j'ai fait un chiffre d'affaires de fou la première année que je me suis matriculée et 2 ans après, je ne fais plus rien. Je vais payer ma CFE par rapport à 2 ans en arrière. Donc, des fois, ça peut être aussi, ça peut faire bizarre, quoi. Ensuite, le paiement de CFE à tort, depuis 2-3 ans, je peux demander le remboursement. Ça, je prends le cas typiquement des artisans qui ne savaient pas qu'ils étaient exonérés, qui n'avaient pas fait la demande. Si jamais je me rends compte que j'ai payé pour rien de la CFE, je fais un message et je demande, on peut demander jusqu'à 3 ans en arrière le remboursement d'une CFE que j'aurais payée à tort. Donc, rassurez-vous, même si vous êtes oublié un cas d'exonération qu'on a vu tout à l'heure, vous pourrez revenir en arrière et faire un petit courrier aux impôts en disant j'étais bénéficiaire ou j'avais le droit à ce remboursement de CFE, enfin d'être exonéré, j'en ai pas bénéficié, donc merci de me rembourser les sommes. Voilà, donc ça c'est possible. Combien ça coûte? Bon, maintenant qu'on sait qu'on est exonéré ou pas, pour ceux qui ne le sont pas. Il y a deux choses qui viennent. 2 choses qui viennent en ligne de compte. Soit j'ai un local ou terrain, soit je n'ai pas de local. Si j'ai un local, la CFE, elle est calculée par rapport à ce qui s'appelle, alors c'est un peu des termes barbares, mais c'est les termes qui sont utilisés. Donc vous, en tant que chef d'entreprise, il faut que vous les connaissiez, ce qui s'appelle la valeur locative des biens immobiliers. C'est-à-dire votre local que vous louez là, ou que vous avez acheté, ou votre terrain, il a une valeur locative au niveau de la commune. Et c'est ce qui va servir à calculer la fameuse taxe foncière dont on parlait tout à l'heure. Et donc ça, ils vont regarder cette valeur locative du local que vous utilisez en N-2, ça vous l'aurez compris. Et donc après, sur cette valeur locative, ils vont appliquer un taux variable selon la commune. Et donc là, on va considérer que c'est où l'entreprise a son principal établissement, là où je fais le plus de chiffre d'affaires. Ça, c'est aussi pour répondre à la question tout à l'heure, j'ai plusieurs adresses, etc. Voilà, tout était dans la même commune, donc il n'y a pas trop de soucis. Donc, en fait, j'ai mis des exemples pour que ce soit un peu plus clair. Je vous en ai mis 3 pour que vous compreniez comment ça se passe.
Et pour que quand vous receviez la vraie première déclaration CFE, que vous compreniez comment le calcul a été fait et combien est le taux et la base de votre bien immobilier. Il arrive que la valeur locative, c'est-à-dire que la valeur de votre bien n'a peut-être pas beaucoup de valeur, donc il arrive que cette valeur, elle soit considérée comme trop faible par la commune. Donc en fait, les communes, elles ont instauré des cotisations minimum. Donc moi, j'ai les barèmes. Vous allez voir que les fourchettes sont quand même assez larges. Et donc ça, c'est calculé en fonction du chiffre d'affaires. Toujours de l'année N-2 qu'on reprotratise sur 12 mois. Donc ça, c'est si j'ai un local, il y a un exemple concret. Hein. Et si je n'ai pas de local, je n'ai pas cette valeur locative là que je trouvais. Je le fais chez moi, je ne m'appuie pas sur ma taxe foncière, là, je déclare 1 mètre carré. Et en fait, comme je n'ai pas de local, on va prendre directement la cotisation minimum qui est attribuée par la commune. Et donc, cette cotisation minimum, elle va être donnée en fonction de mon chiffre d'affaires. Et donc, en fonction du chiffre d'affaires, et de ma commune, j'ai une cotisation à payer. Donc là, voilà les cotisations minimum. Donc, vous voyez, les barèmes, ils sont très larges. C'est-à-dire que certaines communes, j'ai entre 5 000 et 10 000 euros de chiffre d'affaires. Peut-être qu'à Bourges, c'est 227 et puis peut-être qu'à Bordeaux, je vais payer 542. Et ça, aujourd'hui, nous conseillers, on n'est pas en mesure de vous le donner. C'est à vous d'aller vous renseigner auprès des mairies pour savoir quel est le taux minimum. Et ça, des fois, c'est pas le cas, c'est revoté tous les ans. Donc, c'est pour ça que des fois, c'est compliqué pour eux de se positionner. Mais voilà, essayez de leur demander s'ils ont un ordre d'idée ou au moins cette année, elle est de combien, même si ça change l'année prochaine. Ça vous donne quand même un ordre d'idée. Alors, entre 5 000 et 10 000 euros de chiffre d'affaires, OK. Quand je suis, par exemple, ne serait-ce qu'entre 32 000 et 100 000 euros, ça varie entre 227 et 2267. C'est quand même pas la même chose, la base minimum. Donc, il y a des villes où ça coûte plus cher et d'autres villes un petit peu moins. La question de ma chef d'entreprise hier en disant « Est-ce que j'ai plus intérêt de déménager sur Bourges et de prendre un local sur Bourges ou de rester où je suis ?» Ça va dépendre. Il n'y a pas de grille. On n'a pas ces grilles. Ça n'existe pas. Donc, c'est à elle d'aller demander à la mairie quel est le taux et le minimum de paiement de la commune. Je vois qu'il y a plein de messages. Hop, je te laisse gérer un peu les miens. Ouais, t'inquiète. Concrètement, ça ressemble à quoi? S'il y en a qui ont eu à payer la CFE cette année, vous avez reçu quelque chose, un document, où vous pouvez consulter votre avis de CFE directement dans votre espace impôt professionnel, dans Consulter, et il y a CFE. Donc, il faut aller cliquer dessus et vous avez tout le détail de comment ça a été calculé. Là, je me suis appuyée sur un blog qui s'appelle la Micro by Flow, qui est un peu ma Bible, et qui a fait un exemple sur sa CFE qui paye, lui, justement. Donc, lui, par exemple, à Bordeaux, il a payé 399 € cette année. Pourquoi? Donc, sur son cadre, il a un premier cadre, cotisation foncière des entreprises. Donc là, en fait, va être rempli soit dans le cadre 1, vous voyez, valeur locative des biens, passible de taxe foncière. Donc, s'il avait un local, on aurait la valeur ici du bien. Lui, il n'a pas de local. Donc, c'est la case 9 qui est remplie. Imposition sur la base minimum. Ça, c'est le cas de tout à l'heure. Je n'ai pas de local. Donc, si je n'ai pas de local, je paye la base minimum. Ensuite, son chiffre d'affaires, il a fait un chiffre d'affaires qui est dans la tranche, là, la tranche de 32 600. Donc, ça va me permettre de déterminer quelle est ma base minimum. Comme ce que j'ai vu tout à l'heure, là, vous voyez, il est dans cette tranche-là. Donc, lui, sa base minimum, elle va sans doute être située entre 227 et 1083 €. Est-ce que ça va? Ensuite, ce que je disais tout à l'heure, est-ce qu'il l'occupe à temps partiel ou moins de 9 mois par an? Donc, lui, ce n'est pas le cas. Il fait toutes ses consultations à domicile. Et donc là, vous voyez, la base minimum applicable, elle est écrite ici. Donc, même si vous avez des micro-entrepreneurs qui exercent dans votre ville, peut-être que vous avez moyen, avec leurs avis de CFE, de connaître leur base minimum. Donc, lui, par exemple, à Bordeaux, la base minimum pour 32 600 €, c'est 1083. Si je me remets sur le tableau d'avant, on est vraiment sur la borne haute, là, vous voyez, entre 227 et 1083. Donc là, tout est écrit sur son avis de CFE. Donc ça, c'est la cotisation. Et il y a une autre partie, c'est
l'élément de calcul. Donc là, on a repris la base, là, vous voyez, qui était de 1083. 1083. Et là, on apprend le taux de Bordeaux. Donc à Bordeaux, c'est 35% le taux de cotisation. Donc là, pour lui, sa cotisation, ça va être sa valeur locative ou sa base minimum. Donc lui, il n'a pas de valeur locative, pas de local. Donc sa base minimum, 1083, fois le taux d'imposition. Et le taux d'imposition, là, de Bordeaux, il est de 35%. Donc ça, c'est aussi à vous de demander à la mairie quel est le taux d'imposition. Donc là, ça fait 380 et on ajoute des frais de gestion. Donc ça, c'est pour la personne qui a traité le dossier aux impôts, 12 €. Donc là, c'est ce qui explique qu'il a 399 € à payer. Est-ce que ça va sur le calcul? Retenez mon super cadre bleu. Je vous ai mis quelques exemples avec des hypothèses que je ne connais pas les chiffres sur Bourges, par exemple. Donc, je prends un chef d'entreprise qui aurait un chiffre d'affaires de 20 000 €. Donc, il est situé dans la deuxième tranche de ce qu'on a vu tout à l'heure. Il a un local à Bourges d'une valeur locative de 200 € ou il n'a pas de local. Là, les deux situations vont être les mêmes. On va considérer que la valeur locative de 200 €, elle est trop faible. C'est pas assez, c'est minimum 227 €, on l'a vu. Donc, on va appliquer la base minimum de ma ville. Là, j'ai fait une hypothèse que c'était par exemple 600 € à Bourges. J'en ai aucune idée. Donc ça, c'est à vous de voir. Et donc là, j'ai pris une base, 20 000 €. Si je me remets dans mon petit tableau là, 20 000 €, je suis donc sur la deuxième tranche. Donc ma valeur minimum locative, elle va être comprise entre 227 et 1083. Donc j'ai essayé de couper la poire en deux, j'ai mis 600. Le taux de Bourges, admettons 25%, ça pareil, je n'ai pas connaissance. Et bien, ma CFE, ça va être ma valeur locative, ma base minimum surtout, que j'ai un local ou pas parce que ma valeur, elle est trop faible, fois 25%, plus des frais de gestion. J'ai remis 12 €, mais peut-être que c'est un petit peu moins, mais on va être à peu près dans la même zone. Donc là, par exemple, pour Bourges, dans ce cadre-là, avec ces hypothèses-là, on paierait 162 € de CFE. Est-ce que ça va? Il y a beaucoup de chiffres d'un seul coup, mais tout le monde est très concentré, Alison. Et pareil, si quelqu'un avait une valeur locative un peu plus forte, j'ai un local qui a une forte taxe foncière dessus, qui a une grosse valeur, enfin une grosse valeur, en tout cas plus que 227. Donc là, admettons que j'ai une valeur locative de 1500 €. On considère que cette valeur, elle est assez importante. J'ai gardé le même taux que tout à l'heure à 25%. Et bien, ma CFE là, ce serait ma valeur locative, les 1500, fois mon taux, 25%, plus les frais de gestion. Donc ici, pour Bourges, avec un local, si on est sur ces hypothèses-là, on serait à 387 € dans ce cas précis. Si jamais vous arrivez à avoir la valeur locative et le taux, ça vous permettrait de pouvoir approcher votre CFE. Voilà, c'était surtout pour ça. Et pour se rendre compte aussi de ma CFE, ça peut être aussi, si j'ai une valeur locative assez importante, je peux me retrouver aussi, moi je dis de garder 250 €, mais si j'ai un local qui a une forte valeur ajoutée, entre guillemets, ça peut être plus 400 € que 250. Hein. Et, ma CFE ne va pas être le même en fonction de mon chiffre d'affaires, de mon local et de ma commune. Voilà pour les petits exemples concrets. Mais c'est pour au moins que vous puissiez comprendre et approcher ça, même si les chiffres, ce n'est pas toujours ce que vous préférez et ce qu'il y a de plus sexy. Hein. Mais voilà, au moins, ça vous permet de comprendre d'où sortent ces chiffres-là et comment j'arrive à un moment donné à avoir une CFE, pourquoi elle me demande autant, quoi. C'est vraiment dû à la commune et à ces deux facteurs-là, quoi. Ma déclaration initiale, pour ceux qu'on crée en 2022. Donc, ce qu'on disait, déclarer au moins 1 m² qui correspond à la place pour faire votre administratif. Si c'est un fonds de commerce que vous avez repris, bien coché début d'activité et acquisition d'établissement, indiquez la surface du local précisément si vous accueillez chez vous des clients ou dans ce local. S'il y a un changement d'adresse, il faudra penser à faire une déclaration. Il faudra bien le déclarer aux impôts que vous avez changé votre adresse et sur votre déclaration, vous ferez bien
transfert d'activité et création d'établissement, parce que sans doute, il y aura un numéro de SIRET qui aura peut-être été changé. Et vous créez bien votre compte pro sur le site des impôts. Ça, je pense que depuis le début de la visio, vous avez bien compris. Au minimum, 1 mois avant l'envoi, et bien renvoyer la déclaration initiale avant le 31 décembre. Et ceux qui n'auraient pas reçu cette déclaration initiale ou qui se seraient dit « Oh, bout, c'est quoi ce truc-là? Je le jette à la poubelle. » Vous pouvez retrouver le SERPA sur… je vous avais mis tout au début le numéro du SERPA. Le numéro du SERPA à remplir. Je vois pour la question, pour le taux, tout se trouve à la mairie. C'est la mairie qui répond à la fois à la valeur locative et à la fois au taux d'imposition, entre guillemets, si on peut l'appeler comme ça, enfin, le taux qui va être appliqué. Donc ça, c'est ce que vous avez à faire là en déclaration initiale pour ceux qui viennent de créer. Et donc pour tous, on n'oublie pas de le faire. Pour que ce soit plus facile, je vous ai mis un lien, même 2 liens, que j'envoie toujours aux porteurs de projet, enfin chefs d'entreprise en général, quand vous avez votre déclaration, qui expliquent justement toutes ces cases-là pour pouvoir le remplir facilement. C'est des tutos qui sont gratuits tous les 2. Il y a même des vidéos sur YouTube. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait une question si la BGE pouvait nous aider. Alors, si vraiment vous n'y arrivez pas avec les tutos, on pourra regarder ensemble. Mais moi, je vous invite, parce qu'ils sont quand même hyper bien faits et hyper détaillés, de pouvoir prendre ces 2 tutos-là. Après, vous voyez, je crois qu'ils sont rédigés par la même personne de toute façon, mais de pouvoir remplir les cases un à un en fonction d'eux. Je vous ai juste remis une petite frise en se disant, voilà, l'année 1, 2022, par exemple, j'ai fait mon immatriculation, j'ai créé mon espace pro, et ensuite, de novembre à décembre, je fais ma déclaration initiale. Et ensuite, c'est qu'en année 2, donc 2023, par exemple, où je vais recevoir le vrai avis de CFE en novembre, et si je suis éligible, qui va tomber sur mon espace pro pour que je le paye. D'ailleurs, logiquement, j'ai rentré un RIB sur mon espace pro et je serai même débité le 16 décembre de ma CFE. Par contre, si je n'ai pas rentré de RIB, c'est là où c'est un petit peu gênant. Merci beaucoup, Thomas, pour le lien. Mais j'avoue, moi, les tutos, je les trouve très, très bien et tous les ans, je l'envoie à mes porteurs et en général, il n'y a pas du tout de souci. Après, voilà, si jamais il y a quoi que ce soit, vous nous dites, vous revenez vers nous. Hein. Et le CFE, donc quand vous avez vraiment à la payer, c'est avant le 15 décembre. Donc, il faudra bien penser à y aller avant le 15 décembre. Donc, pas confondre. Déclaration initiale, c'est avant le 31 décembre. Et ensuite, toutes les autres années, quand là, je dois vraiment payer ou si je dois payer, ça se passe avant le 15 décembre. Ça va pour tout le monde? Est-ce que ça répond à vos questions un peu là de… Là, du coup, je suis un peu perdue parce que je venais juste de comprendre. Ouais, chouette, si je mets mon RIB, c'est bon, le 16 décembre, je serai, voilà, on prendra ce qu'il y a à prendre. Et là, juste après, avant le 16 décembre, du coup, là, je sais plus. Pardon. Alors, 31 décembre, c'est la déclaration initiale. Là, c'est je n'ai rien à payer, c'est la première année. Oui. Ensuite, il y a des gens qui rentrent leur RIB tout de suite. Il y a des gens qui sont très bons élèves et qui font tout bien comme il faut. Donc, le RIB est rentré et tout. Et comme ça vient débiter direct sur ce RIB. D'ailleurs, je vous conseille, alors moi je vais voir, je ne l'ai pas fait en RIB, mais je vous conseille, il y a certains RIB de comptes personnels qui bloquent des fois la CFE. Donc, si jamais vous avez un petit souci pour payer la CFE, ça peut être parce que c'est un RIB personnel et pas un RIB d'un compte pro. Qui n'est pas obligatoire en micro, mais si jamais vous avez ce couac, ça peut être ça. Dans les couacs aussi, si jamais je n'arrive pas à accéder à mon espace, changer de navigateur. Il y a des navigateurs avec qui ça bug, des fois, le site des impôts. Donc, n'hésitez pas à vous mettre en Google Chrome, Mozilla ou je ne sais quoi. Et sinon, si j'ai bien mis mon RIB, ils vont venir débiter. Par contre, si je n'ai pas rempli mon RIB, un peu comme mes charges sociales, si je n'ai pas rempli mon RIB, bah, il va falloir que je trouve un moyen de payer et de remplir toutes les infos. Super, ok. Bon, maintenant, c'est clair. Voilà. Merci beaucoup. Donc là, moi, je vous invite à tous ceux là sur le tuto. C'est hyper facile, hyper pratique et c'est surtout que chaque case est détaillée sur qu'est-ce que je remplis pour moi, qu'est-ce que je fais, quoi. Donc ça, c'est l'année 1.
Donc, on était en 2022. Voilà, on est là en ce moment. Vous avez renvoyé votre cotisation. L'année prochaine, il va se passer quoi? L'année prochaine, donc, je vais recevoir mon avis de CFE sur mon espace pro. Donc, je pense à aller le consulter. Si je n'ai rien, c'est que je ne… Alors, j'attends bien fin novembre au cas où pour vérifier que j'ai vraiment rien. Mais si je n'ai pas d'avis CFE sur mon espace, c'est sans doute que je suis exonérée et que je n'ai rien à payer. Sinon, l'avis de CFE, je ne le reçois pas par papier. Celui-ci, je le reçois en ligne uniquement. Et donc, j'ai jusqu'au 15 décembre pour le payer en ligne. Et comme disait, je ne sais plus, c'était une question tout à l'heure, si je souhaite être mensualisé, il a fallu que je fasse la demande auparavant au service des impôts. Les impôts prennent en compte l'année N-2, mais attention, l'année prochaine, il y aura cette minoration de 50%. Donc, bien anticiper l'année 3 où vous risquez de payer le double, logiquement. Si j'ai 100 € à payer en 2023, j'aurai sans doute à payer 200 € parce qu'ils prendront la même année de base. Hein. C'est bon pour tout le monde sur ça? Ensuite, je suis en 2024, je me projette plus loin, où là, je suis sur l'année 3. Donc, la vraie année où là, je vais payer à 100%. Donc là, je prends toujours la base de je suis matriculée en 2022 et là, je suis en 3e année en 2024. Toujours le même principe, je reçois mon avis sur mon espace pro uniquement. J'ai toujours jusqu'à 15 décembre pour le payer. Ça arrive en novembre 2024. Ça n'arrive jamais trop tôt, hein, l'avis de CFE. Et donc là, on va vraiment prendre ma vraie année de N-2, qu'on proratise s'il y avait besoin, et je vais payer ma CFE cette fois-ci à taux plein en fonction de mon chiffre d'affaires et de le local d'il y a 2 ans. Donc attention, si j'ai des changements entre-temps ou variations, je peux éventuellement essayer de demander un dégrèvement, mais de bien l'anticiper, quoi. Et bien se dire, si je change d'adresse ou quoi que ce soit, de bien faire la rectification aux impôts, quoi. Vous la mettrez dans votre to-do list de chef d'entreprise. Est-ce que ça va? Là, j'ai un peu listé les questions qu'on retrouvait régulièrement. Donc, j'ai jamais payé de CFE et c'est normal. Alors, oui et non. Déjà, est-ce que vous avez ouvert votre espace pro? Est-ce que vous êtes déjà allé vérifier? Parce que des fois, comme je vous disais tout à l'heure, je ne l'ai pas payé, mais il est bien là, au chaud, sagement, en train de vous attendre. Donc, bien vérifier que vous n'avez pas de majoration et regardez si éventuellement vous seriez éligible à une exonération. Il est possible que vous ayez été exonéré toute cette année, même sans que vous le sachiez. Et donc, c'est pour ça que vous n'avez pas d'avis CFE. C'est une possibilité. Il arrive encore qu'il y ait quelques auto-entrepreneurs, des fois, c'est plutôt les anciens, mais bon, qui s'appelaient auto-entrepreneurs à ce moment-là, ou micro qui passent entre les mailles du filet, où voilà, c'est des fois tout bête, je n'ai pas rempli ma CFE initiale, je ne fais pas beaucoup de chiffre d'affaires ni quoi, ben, ça arrive que je passe entre tout ça. Donc, quand même, le vérifier, se poser les bonnes questions. Est-ce que j'ai ouvert mon espace pro? Est-ce que j'avais fait ma déclaration initiale, etc. Le normal, il est entre guillemets. Si potentiellement, je peux être exonérée, OK. Et si j'ai été vérifiée sur mon espace pro et tout, bon, normalement, ça a l'air d'être normal. En cas de doute, vous demandez à un conseiller ou vous appelez les impôts pour être sûr. Voilà, même si on se dit toujours, bon, je le fais, j'aurai à payer ou quoi. Faut quand même, c'est de votre responsabilité et vous êtes chef d'entreprise, de vous assurer que toutes les démarches soient claires et bien faites, quoi. Comment savoir si je suis exonérée? Là, on s'est fait toute la petite liste des petites exonérations possibles. Et surtout, si je n'ai pas d'avis de CFE sur mon espace ou que j'ai un avis qui est égal à 0, je peux considérer que je suis exonérée. Mon avis de CFE a augmenté. Alors, si vous avez bien suivi mon calcul, vous devez savoir expliquer le pourquoi. Plusieurs raisons. Soit c'est parce que c'était la première année, j'avais une minoration de 50%. Donc la seconde année, ça fait un peu mal. Alors ça peut faire mal. Après, il y a des fois où je paye très peu. Hein. Il y a ça. Et sinon, ça peut être dû, sinon il y a une augmentation de mon chiffre d'affaires. Si quand j'ai commencé en 2022, j'avais un petit chiffre d'affaires et qu'après en 2023, j'ai doublé mon chiffre d'affaires, dans mon calcul, je vais peut-être changer de tranche et ma base minimum, elle va peut-être changer de mon calcul qu'on a vu tout à l'heure. Donc, c'est possible que ma CFE, elle augmente. Et puis aussi, tout simplement, parce que les valeurs de la commune, le taux
et les minimums, parce que l'impôt va avoir un petit peu augmenté dans la commune, va avoir besoin d'aller chercher un peu plus d'argent, où il y a eu des améliorations ou quoi que ce soit, il peut y avoir des modifications sur le paiement de ma CFE. Donc, moi, en bonne gestionnaire, je vous dirais de bien garder de la trésorerie et bien anticiper et garder un peu plus. Surtout en fin d'année, c'est toujours un truc qui plombe un peu le moral. Donc, anticipez les choses et voilà, soyez pas pris au dépourvu par cette CFE. Et puis, n'hésitez pas voilà, c'est la mairie qui gère, donc n'hésitez pas à leur demander à la mairie quels sont leurs taux. Puis-je être mensualisé? Donc ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il faut qu'on la demande directement au SIE. Donc le SIE, c'est les impôts. C'est possible et sinon, on sera prélevé autour du 15 décembre. Normalement, c'est le 16 sur le compte qui a été renseigné sur les espaces. J'avais mis prévoyé dans vos tableaux de trésor. Hein. Donc, vous faites bien son petit tableau de trésorerie pour anticiper aussi. Qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort? Est-ce que j'ai de l'argent en fin d'année pour payer ma CFE? Je l'ai anticipé dans mes dépenses. Est-ce que je dois repayer les taxes de la CCI ou la CMA? Dans les tableaux que je vous ai montrés tout à l'heure, il y a des fois des taxes qui sont remplies. Alors, CCI, c'est la Chambre du commerce et de l'industrie. CMA, Chambre des métiers et de l'artisanat. Et donc, des fois, on vous demande de repayer une taxe. En micro, il arrive que vous l'ayez déjà payé, peut-être avec vos charges sociales, par exemple. Il faudrait regarder. Si jamais vous l'avez déjà payé, il faudra pareil écrire un petit mail au service des impôts pour ne pas le payer 2 fois et leur demander de l'enlever des cases. D'où le fait aussi de lire son avis de CFE, parce qu'on tentait de le payer bêtement, disciplinant, en disant « Ah bah j'ai ça à payer, merci, au revoir ». Voilà, vous êtes chef d'entreprise, c'est à vous aussi de vérifier ces infos-là. Donc, il y a en fait, ça c'est sûr. Au moment où je le paye, hein, donc 2023, je reçois le montant qui me dit j'ai tant à payer et après j'ai tout le détail. Ce qu'on a vu tout à l'heure, là, avec l'exemple de la micro by flow. Et donc, dans le détail, j'ai aussi 2 cases, case CCI, case CMA. Et si c'est vide, c'est que vous ne le payez pas. S'il y a des choses qui sont remplies, c'est que c'est rentré dans le calcul. Et donc, à vous de vous dire, dans ce que vous avez payé dans vos charges sociales, de retrouver, est-ce que vous l'avez déjà payé à un moment donné ou pas? Pour ceux qui sont en libéral, que activité libérale pure et dure, vous n'aurez pas à le payer, quoi qu'il arrive. Là, c'est plutôt ceux qui vont être commerçants ou artisans. En libéral, il n'y a pas du tout de taxe, en tout cas pour le moment, sur vos activités. Je paye pour rien la CFE, puis je demande un remboursement. Donc, ça, on a dit oui tout à l'heure. Il faut les contacter. On peut remonter jusqu'à 3 ans en arrière. Après, bien vérifier que vous rentrez dans les critères. On peut leur dire « Ah, vous me devez des sous. » Voilà, vous vérifiez bien les exonérations. J'ai certaines activités exonérées. Est-ce que je dois payer quand même la CFE? Alors oui, parce que la CFE, même si je ne sais pas si dans mon activité, j'avais un petit bout d'artisan et à côté, qu'est-ce que je peux vous dire, j'ai un blog où je fais de la formation pure et dure. Là, je vais devoir quand même payer la CFE. Donc, méfiez-vous s'il y a plusieurs activités. Alors après, si c'est de l'artisan qui fait de petits achats à revente, ça, c'est pas gênant. Ça fait c'est considéré comme de l'artisanat malgré tout. Mais si jamais c'est une activité vraiment où je fais, je sais pas, j'achète des gros stocks que je revends, où j'ai vraiment une activité très importante de commerçant, ou j'ai une activité de formation à côté, ou j'ai une activité, je ne sais pas, mais voilà, je suis esthéticienne et puis à côté, je fais de la formation. Ok, je serai artisan, mais je ne vais pas pouvoir demander l'exonération parce que sur une autre partie de mon activité, je ne suis pas exonérée de CFE. Donc ça, faites juste attention sur cette partie-là. Je partage un local avec d'autres professionnels, dois-je payer la CFE? Alors, si la micro, elle est domiciliée là-bas, c'est peut-être l'exemple, ce que je disais tout à l'heure pour Angélique, oui, je vais payer ma CFE. Il faut bien indiquer à l'administration la superficie qui est utilisée pour l'activité professionnelle. Et en fait, chacun des professionnels va expliquer, d'autant plus si elle est domiciliée là-bas, combien il utilise de surface, quoi. Alors là, ça ne parle pas de la sous-location, mais bon, je pense que ça s'y rapproche malgré tout parce qu'il y a cette histoire de domiciliation. D'où mes questions de tout à l'heure. J'ai plusieurs adresses. Où dois-je me déclarer? Alors, normalement, quand on a plusieurs établissements,
On le paye sur la base minimum au lieu de l'établissement principal et ce n'est pas forcément le siège social. Donc, on regarde mon établissement principal, où est-ce que je fais le plus d'activités. Ce que je vous disais tout à l'heure, sinon tout le monde viendrait faire une domiciliation, une boîte aux lettres en quartier prioritaire, en ZRR, etc. Et ils feraient toutes leurs activités dans des grandes villes, voilà, et où il ne se passerait aucune action pour l'économie dans ces petites zones rurales. Enfin, l'intérêt des lieux d'être aidés, c'est de pouvoir apporter de l'économie et des entreprises dans ces lieux-là. Donc, si c'est fictif, ça n'a aucun intérêt. Donc, si j'ai plusieurs adresses, c'est vraiment là où je vais avoir mon établissement principal où je fais le plus d'activités. Donc, des fois, c'est aussi de regarder quand je suis un peu à cheval entre les deux, que j'ai une adresse de domiciliation qui est peut-être sympa, mais que je fais mon activité principalement chez moi, de voir où est-ce que c'est le plus intéressant de me déclarer aussi. Faire le comparatif entre les deux. J'ai déjà payé la taxe foncière. Est-ce que je dois repayer la CFE? Donc ça, c'était notre première entrée là. Et j'avoue que j'ai eu la question hier et que je ne savais pas y répondre. Donc cette taxe foncière, donc elle est à payer par le propriétaire du local, ce que je vous disais tout à l'heure, mais il peut faire supporter ça à son locataire. Donc soyez vigilants dans vos baux commerciaux que vous signez. Peut-être que ça peut être un élément de négociation. Et puis, il faut que ce soit mentionné clairement, hein. Et ensuite, votre CFE, par contre, ça, c'est à vous de la payer. Et donc, j'ai mis qu'on peut payer les deux. Et donc, ça, des fois, c'est aussi, ça fait partie des petites surprises. Et donc là, voilà, la question un peu plus longue parce que c'est la grosse énigme, entre guillemets, et les gens ne sont pas forcément d'accord. Mon entreprise est installée dans un flex office, c'est-à-dire un bureau un peu où je suis de temps en temps, ou dans un centre de coworking. Est-ce que je dois payer la CFE? Alors, là, du coup, c'était ça, la différence entre l'usage de façon temporaire et l'installation fixe dans l'espace. Donc, de quelle manière je vais occuper l'espace aussi? Est-ce que c'est déclaré comme mon lieu de travail auprès de l'administration fiscale ou est-ce que c'est juste une permanence que j'occupe? Et puis, on considère que si vous restez plus de 6 mois, là, ça peut être considéré comme vraiment un espace et que c'est une durée suffisante pour être considéré comme un vrai bureau, entre guillemets. Et donc là, si vous restez plus de 6 mois dans un flex office ou coworking, dans un espace partagé, on devrait être redevable de la CFE. Sinon, quand c'est un peu plus court, c'est les impôts qui peuvent trancher, hein, vous voyez. C'est un peu plus complexe de définir est-ce que je paye la CFE ou pas. Et ça va dépendre du contrat aussi de coworking. Je vais y avoir plein de… Donc, des fois, il y a des espaces de coworking parce qu'ils offrent la domiciliation, si ça. Ils vont dire c'est à vous de payer la CFE, d'autres pas. Donc, c'est vraiment un peu aussi du cas par cas de où vous êtes domicilié dans les modalités. Et puis, je vous dis, la réponse, elle est un peu floue, donc pas hésiter parce que ça, c'est des cas quand même très spécifiques qui, je pense, on va avoir de plus en plus, mais qui n'est pas encore traité noir sur blanc dans la loi française. Donc, pas hésiter à prendre son téléphone et appeler les impôts pour avoir leur avis ou poser la question dans l'espace personnel pour garder une trace écrite. Moi, j'aime bien l'écrit et garder des traces hein, parce que des fois, j'appelle une personne, il va me dire quelque chose, j'appelle l'autre, il va me dire le contraire. Au moins, là, vous gardez une trace. Voilà, moi, je vous conseille plutôt d'appeler parce qu'on reste sur des choses qui sont un petit peu mitigées sur toutes les entreprises là qui vont travailler que de cette manière-là. Voilà un peu pour les questions qui reviennent. Donc, du coup, j'ai encore plein de temps pour répondre à vos questions. Est-ce que ça va? Est-ce que vous y voyez un peu plus clair? Est-ce que vous vous sentez prêt à faire votre première déclaration? Ou il y a encore des trucs qui sont un peu flous pour vous? Je vous écoute et je vous discussion. Ou alors c'était hyper clair et du coup tout est parfait pour vous. Écoute, tout le monde a l'air concentré, soit regarder sa fiche de déclaration, soit se dire, OK, il va falloir que j'anticipe la prochaine fois. Vraiment, je vous dis, les tutos, ils sont super bien. Et je trouvais ça pas intéressant de vraiment refaire toute la déclaration initiale alors que tout est bien détaillé sur ces tutos-là. Donc, peut-être le faire plutôt individuellement à tête reposée et il vous explique toutes les cases, qu'est-ce que je coche, quoi ou comment.
Après, si vraiment il y avait des trucs qui bloquaient, revenez vers nous, hein. Mais c'est déjà une première clé pour essayer de le faire au maximum seul et de comprendre aussi les choses. Parce que j'avoue que quand vous recevez la déclaration initiale, il y a une notice de 4 pages écrite en police 7, je ne sais pas, qui est vraiment toute petite. Je vous avoue, je ne l'ai même pas lue non plus. Voilà. Où il y a les exonérations, tout ça, mais qui ne fait pas très, très envie. Je vous avouerai, le tuto est quand même beaucoup plus facile. J'ai une question. Oui. Sur le chiffre d'affaires hors taxe, en auto-entreprise, moi, je n'ai pas de hors taxe. Enfin, j'ai pas de TVA. OK, donc si vous n'avez pas de TVA, vous êtes en hors taxe. Donc, en fait, ouais, mon Alors, TTC, attendez, c'est l'hors taxe. En fait, C'est oui, Véronique. c'est ça. C'est que Véronique, finalement, quand vous euh, n'avez pas de TVA, c'est que leur taxe et le TTC, finalement, c'est un peu la même chose. C'est pareil, on est d'accord. alors, oui, mais vous m'écrivez jamais TTC sur vos factures, hein. Ben, j'ai pas de facture. Alors, normalement, il faut des factures à partir de 25 €. On arrête l'enregistrement tout de suite. Et sur toutes vos factures, il est obligatoire de noter hors taxe. L'article 293B du CGI, qui est une obligation sur toutes vos factures. D'accord, je ne savais pas. Voilà. D'où nos petites formations très importantes, parce que vous risquez une amende très importante. Enfin, vous risquez une amende sur toutes les factures que vous avez faites ou pas faites, si jamais vous êtes trompé entre TTC hors taxe et pour toutes les mentions manquantes. Et donc, c'est au nombre de mentions manquantes. En fait, si vous m'écrivez TTC sur vos factures, l'État va considérer que vous le volez et que quand vous facturez une pièce je sais pas, vous facturez un truc 70 €, c'est pas écrit TTC ou hors taxe, déjà, ça peut poser un conflit dans la tête des gens. Et du coup, si vous mettez 70 € de TTC, ça veut dire que vous devez de l'argent à l'État, parce que le TTC, c'est jamais ce qui rentre dans la poche du chef d'entreprise. Et il y a des plafonds en micro à respecter où je suis redevable de ma TVA ou pas. Croire qu'il n'y a pas de TVA en micro, c'est une fausse idée qui est écrite sur pas mal de sites. J'ai un seuil et dès que je le dépasse, je dois payer de la TVA et ce seuil, il peut être vite atteint. Et donc, si je ne surveille pas mon chiffre d'affaires, je peux m'exposer à des grosses sanctions. D'accord, merci. Là, encore une fois, on parlait de la CFE, tout, et là, avec Karine à l'instant, et puis sur toutes vos questions, c'est aussi nos métiers de sensibilisation et c'est vrai que ces visios le permettent aussi. On vous apprendra jamais sur votre cœur de métier ou vos activités. Nous, on sait pas faire vos activités. Par contre, sur toutes ces questions vraiment de gestion d'entreprise, renseignez-vous bien. Essayez de bien comprendre quand Alison vous dit essayez de manipuler, etc. sur la CFE. C'est vraiment parce que notre métier, c'est pas de le faire à votre place, c'est de vous apprendre à le faire et que vous soyez autonome. Bien sûr, on est toujours là hein, dans l'accompagnement, mais n'hésitez pas avec vos conseillers BGE ou si vous n'êtes pas accompagné à au moins poser la question, de prendre rendez-vous pour faire un diag, pour essayer de balayer toutes ces réglementations et nomenclatures où des fois, effectivement, avec Internet, avec la micro-entreprise, vous n'avez pas besoin de nous pour vous immatriculer, ça se fait très rapidement. Par contre, vous voyez que sur toute cette gestion, ça pousse quand même toujours un peu à creuser ou à regarder un petit peu si on est dans le cadre et s'il y a besoin d'aller un petit peu plus loin. C'est vrai que nous, Donc, dès que vous nous dites je vais être en micro-entreprise, c'est pas qu'on va être en kikinant en vous disant il faut vous former, c'est juste que c'est notre quotidien de récupérer tous les jours des micro-entrepreneurs qui arrivent en catastrophe dans nos bureaux en nous disant je comprends pas, là je peux plus payer mes factures, ou je viens d'avoir un avis de CFE avec 300 € à payer, ou j'avais ça à payer, je comprends pas, on me l'a jamais dit, ou j'ai une amende parce que j'ai mis TTC, c'est écrit nulle part, mais moi je paye pas de TVA. Bah, si, en fait, il y a énormément de choses à maîtriser. La micro-entreprise, OK, c'est super facile, mais vous êtes tout seul. Il n'y a pas de comptable pour vous dire attention, vous avez dépassé le plafond. Il n'y a pas de. Si vous voulez faire tout seul, vous pouvez et il n'y aura pas de contrôle juste au jour où vous serez contrôlé et il faudra être en règle. Mais il n'y a pas de garde-fou, en fait. Et c'est aussi ça le gros risque. Et personne ne va vous dire vous êtes obligé de suivre votre chiffre d'affaires, alors que si demain vous êtes dans une entreprise ou une société, votre comptable, il va vous les demander, les factures d'achat, votre chiffre d'affaires et où vous en êtes. Alors qu'en micro, il n'y a aucun garde-fou.
Donc, si vous pétez le seuil de chiffre d'affaires, par exemple, et que vous faites 70 000 euros de chiffre d'affaires en prestation de service et que vous vous dites, ah bah, c'est cool, le plafond, il est à X euros, je suis toujours en micro. Ouais, mais je suis en micro, mais je dois payer de la TVA. Donc, TVA, il faut que j'ai activé mon numéro de TVA, il faut que j'ai activé, que j'ai fait ma déclaration sur mon compte pro, etc. Et si ça, je ne l'ai pas anticipé et que je ne l'ai pas appris, je ne peux pas le deviner. Et il y a plein de petites choses comme ça sur la micro. Si on vous forme pendant 14 heures et que vous mangez de la micro pendant 14 heures, croyez-moi, c'est qu'il y a plein de choses à dire sur la micro-entreprise. Et Et surtout, c'est de que vous rappeler que vous êtes bien chef d'entreprise, que c'est de regarder aussi, parce que souvent, on récupère aussi ceux qui sont en micro et qui ne devraient pas être en micro. Hein, ouais, finalement, ça reste le régime fiscal, donc c'est pas intéressant. Et comme le dit Thomas, c'est toujours bien de le rappeler aussi, c'est bien de regarder le blog de Jean-Michel qui vous explique comment on fait et comment c'est facile. Mais peut-être que Jean-Michel, il n'a pas toutes les infos ou que c'est pas forcément quelqu'un qui s'y connaît. Nous, l'intérêt, c'est tout ce qu'on vous propose toute l'année avec l'INPI, avec des juristes, avec des comptables. C'est aussi parce que les informations, elles sont quand même un petit peu moulinées, qu'il y a des collègues comme Alison qui sont sur staff pour aussi faire de la veille et un peu vous transmettre la réglementation. Donc, c'est important. En tout cas, nous, le message, c'est vigilance et vous êtes des chefs d'entreprise à part entière, quel que soit votre statut et votre régime fiscal surtout. j'ai Donc, on vu a qu'il y encore avait... quelques petites questions, Alison, si tu as du ouais, temps. j'ai vu qu'il y avait une question sur la CFE, la couveuse. Alors ça, Ouais. pour vous, je ne sais pas. Je me suis jamais posé la question et j'ai jamais eu le cas. Parce que c'est vrai que souvent, quand Est-ce vous que êtes en Ouais. couveuse, quand vous êtes en couveuse, après, vous êtes accompagné par la couveuse, c'est celle qui vous guide là-dessus. Si on Euh, prend le principe de la CFE, à mon sens, qui est sur le numéro d'IMAT, entre guillemets, c'est la couveuse, comme en coopérative d'activité et d'emploi, c'est la structure qui finance, puisque officiellement, vous n'avez pas de déclaration d'activité. mm, Donc, du coup, alors, ça a demandé avec la couveuse, je reviens ouais, peut-être à ce que disait Alison sur les baux, mais pour moi, à partir du moment où vous n'êtes pas officiellement en activité, c'est pas réellement, vous ouais. n'avez pas le droit aux aides parce que vous n'êtes pas entrepreneur dans ces situations-là, parce que vous utilisez le numéro de SIRET d'une autre structure. Donc, pour moi, je ne vois pas en quoi vous seriez assujettis à la CFE. Après, est-ce qu'il y a un système de la couveuse? Mais comme les couveuses sont souvent en asso, je suis même pas sûr que les assos payent la CFE. Et là, vous nous posez des cols, hein. Là, je On sais essaye pas, d'être au ouais. taquet. Alison a tout anticipé, mais Sur le début, parce qu'en fait, il faut que vous déclariez une début d'activité et elle n'existe pas réellement, enfin, hmm, entre guillemets, sur une couveuse. Il faudrait leur poser la ouais. question. Très bonne question pour la prochaine fois qu'Alison nous fera la visio sur les CFE. Je rajouterai ça dans les questions courantes. Parce que si l'assaut et la couveuse est assujettie, peut-être qu'elle pourrait vous faire un espèce de prorata ou mais vous perso, vu que vous n'êtes pas en activité, ça me paraît très étonnant par rapport à tout ce qu'Alison vous Je expliquait. ne ferai Mais on se pas. renseigne. On se Ouais. renseigne. On n'aime Je pas rester préfère sur des pas cols et vous... encore moins Alison, donc on va se renseigner. je préférais pas vous dire de bêtises non Ouais. plus. Je préfère vous dire que je ne sais pas que là, sur la Alors, logique, les deux, on pourrait trouver une logique dans les deux sens. Alors, pour la question de Christopher, activité, atelier, de la part de BGE sur la facturation. Là, pareil, message je vous répète, entre guillemets, hein, pour les fidèles et puis ceux qui rejoignent pour la première fois sur ces visios. N'hésitez pas, quand je vous fais le mail avec les infos, n'hésitez pas à nous faire remonter vos besoins. C'est vrai que nous, on essaie beaucoup de s'adapter par rapport, enfin, comme la CFE, là, on sait qu'on a beaucoup de questions. On essaie de s'adapter à vous. Donc, plus vous allez nous faire remonter les besoins, plus on va trouver aussi des petits groupes et surtout les intervenants à mettre derrière. Si on l'a en interne comme Alison, eh ben on vous propose un atelier sur comment on facture ou les mentions, les choses comme ça. Si on a aussi des partenaires qui ont plus de temps ou qui sont sur des compétences plus en termes de spécificité, bah pareil, on va aller les chercher. Donc pour l'instant, non Christopher, pardon, mais effectivement, on le note parce que ça peut être intéressant. Et dans le lien que je vous enverrai de questionnaire, n'hésitez pas à aller un petit peu plus loin dans ce que vous entendez par facturation ou vos ce que besoins. j'allais dire. Nous, La après, derrière, facturation, on peut regarder si c'est des choses qu'on a plutôt en formation, éventuellement qui sont pris en charge, donc vous aurez rien à payer, ou si c'est vraiment des petits ateliers.
Je sais encore une fois que ces formats sont un petit peu courts. L'idée, c'est de vous donner de l'info et puis de la compréhension pour après, plutôt sur de l'individuel. Mais je note, Thomas, Christopher, je vais pas y arriver. Christopher, ça peut être intéressant, effectivement, un Tout atelier sur la dépend si c'est facturation. sur la facturation, juste dire les mentions. Et là, Mhm. le petit truc que je viens de dire sur Véronique, sur la simple mention hors taxe TTC, qui sont des choses qui finalement font partie d'un Ah oui. atelier un peu plus général Bon. qu'on Je a note, pour j'ai déjà PAC Christopher et installation Angélique. et PAC installation aux micro-entreprises qui sont un focus qu'on a sur ces ateliers-là, qui sont des formations éligibles de CPF, qu'on fait à beaucoup de chefs d'entreprise avant de s'immatriculer. C'est un peu les formations stars, on va dire, pas qu'installation, où là, c'est pour plutôt des sociétés. Je veux être en SARL, je veux être en SAS, autre que micro, en fait, où je vais sur le pack installation. Et puis ceux qui sont en micro, qui font la formation de 14 heures, c'est un peu le parcours classique où là, on n'évoque pas que de la facturation, mais que ça fait partie de comment je vais faire pour facturer, suivre, faire un tableau de trésorerie, suivre tout ça, quoi, et les mentions que je dois mettre. Et peut-être effectivement en fonction, parce que là on parle de facturation, donc vous pensez peut-être à la facturation, mais encore une fois, hein, le conseil, n'hésitez pas à lister l'ensemble de vos besoins et peut-être qu'à un moment, avec vos conseillers, de faire un petit point pour dire j'ai besoin de tout ça en mode technique, parce que j'ai vu dans les visios, en échangeant avec d'autres entrepreneurs ou porteurs de projets, j'ai besoin de revoir là-dessus. Et là, nous et les collègues aussi peuvent plus facilement vous positionner en disant encore une fois, c'est des ateliers pris en charge, c'est une formation où il y a une prochaine visio thématique pour aller vraiment, encore une fois, c'est répondre au plus près de votre besoin. Je précise facturation libérale. Alors, on fera peut-être pas de thématique sur le libéral, mais on essayera on essaye de balayer assez large. Ça change L'idée pas étant aussi grand-chose. derrière, on peut pas faire de l'individuel sur des formats aussi courts, ou en tout cas, voilà, pas à la hauteur que vous pourriez souhaiter, mais en tout cas, après, c'est pour vous donner les coordonnées ou les contacts des personnes qui peuvent derrière aller qui peuvent après derrière vous informer. Après, il faut vous dire, s'il y en Parcours a de qui sont en formation, actif 14 heures créa, micro, est-ce votre qu'il y a une prise en parcours ne charge s'arrête pas à formation? l'actif créa, hein. Il y a plein d'autres dispositifs. Nous, on accompagne les chefs d'entreprise jusqu'à l'immatriculation et même 3 ans, jusque dans les 3 premières années de création de l'entreprise. Donc, il ne faut pas hésiter, si vous êtes juste arrêté à l'actif créa, à venir nous ressolliciter, à redemander un rendez-vous ou en bilan d'actif créa à votre conseiller, de dire je veux continuer. Même si vous êtes en micro, même si vous ne voulez pas de financement, vous avez le droit de continuer le parcours et de continuer à travailler votre business plan, de faire des chiffres. Enfin, nous, sur les micro-entreprises, on est pour faire des prévisionnels, même si c'est qu'une micro. C'est peut-être là où c'est encore plus important d'aller poser des chiffres pour voir est-ce que c'est opportun, est-ce que je gagne de l'argent ou pas, quoi. Voilà. Et Et puis, effectivement, pour répondre à Gunet sur l'ensemble, alors pas que formation micro ou pas, hein, mais sur les formations, sur les prises en charge, pareil, sur le petit lien, nous, ce que je vous propose après ces vidéos, c'est que si vous avez besoin de formation, ou en tout cas d'avoir un peu plus d'informations sur les formations, nous, on vous met directement en lien avec le service formation, parce que je suis très mitigé, là, comme on disait, le terme facturation, des fois on parle de communication, des fois on parle des mots qui sont un peu fourre-tout, valises, et ça dépend des fois en termes de compétences ou de vos besoins. Donc nous, on n'est pas là pour vous vendre de la formation, pour vendre de la formation. Il faut que ça corresponde aussi à vos besoins. Donc au moins avec le service formation, ça vous permet d'avoir déjà de regarder un petit peu plus en détail ce dont vous avez besoin. Et si nous, on a après de vous expliquer les modalités, parce que des fois, il y a des petites différences entre entrepreneurs et puis, en activité et puis porteurs de projets. Donc ça, n'hésitez pas à nous faire des retours et nous, on vous met directement en lien avec le service formation. on vous prend un rendez-vous et comme ça, Ouais. vous êtes rappelé. Après, sur les prises en charge, la majorité de nos formations sont prises en charge avec vos heures CPF que vous pouvez aller voir sur votre compte formation si vous en avez ou pas, qui se recharge tous les ans au mois d'avril et une année complète d'un travail, c'est 500 €. Donc, pour avoir un ordre d'idée, un pack installation, c'est moins de 500 €, donc moins d'une année à temps plein de travail, quoi. Donc, en général, ça reste des formations qui sont assez accessibles. Après, s'il n'y a plus de droit de CPF, on peut regarder au cas par cas, en fonction de votre situation, les prises en charge. Ouais. Donc ça, il ne faut pas hésiter. Si ça vous êtes intéressé par des formations, on cale un rendez-vous avec le service et puis il regarde avec vous quelles sont les prises en charge qui pourraient être possibles ou comment on pourrait faire pour vous
s'accompagner au mieux, quoi. Encore une fois, on insiste bien, on va regarder ce qui est les besoins que vous avez réels et puis ce qui peut être pris en charge en priorité. Et après, effectivement, si c'est uniquement sur CPF, basculer sur le CPF. Bon, voilà, on regarde plus largement tout ça, quoi. Ça marche pour vous? Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est déjà dense hein, pour une après-midi. Vous êtes tous prêts à Je faire le comprends. super tuto et à remplir. Personne ne remplit sa déclaration initiale en retard, là, hein, du coup. Hein. Je vais juste couper pour les petites questions parce que là, ça n'a plus rien à voir avec la CFE forcément.